Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux et merci également à ceux qui nous suivent en ligne, en streaming, sur le site de l'école. Julia Cagé, Thomas Piketty, bienvenue et merci d'avoir choisi l'ENS de Lyon pour ce off des GECO. C'est un vrai plaisir de vous accueillir et puis par ailleurs ça sera relativement simple pour moi puisqu'on ne vous présente plus, donc je n'aurai pas à le faire. Voilà. Juste répéter au-delà de ce discours formel que je vous épargne, le plaisir qu'on a à vous avoir en nos murs aujourd'hui et préciser que vos deux anciens doctorants vont être les modérateurs aujourd'hui de la discussion. Donc merci beaucoup à Elisa Mougin et à Jonathan Goupil-Lebré, que je ne vois plus, mais qui ne sont pas loin. Quelques mots peut-être avant de passer dans le vif du sujet et de vous passer la parole. Je voudrais préciser que c'est toujours pour nous un événement et un plaisir d'accueillir les GECO, dont nous sommes partenaires fondateurs. Et c'est un plaisir particulier cette année pour ce off, qui est consacré donc à l'ouvrage de Thomas Cagé et Julia Piketty, mais bon, à moins que ce ne soit le contraire, une histoire du conflit politique, je dis le titre in extenso, l'évolution des comportements électoraux et des inégalités socio-spatiales en France. Chaque mot compte dans ce titre. J'aurais pu aussi citer le site web sur lequel l'ouvrage est adossé et qui met à disposition l'ensemble des données pour la recherche et pour le citoyen. Je pense que nombreux sont les étudiantes, les étudiants ainsi que leurs enseignants qui s'y sont déjà référés ou qui vont le faire pour leur travail, pour leur enseignement, pour leur compréhension du sujet. Cette approche de la recherche en économie, de la recherche en sciences sociales, de la recherche en général, pourrait-on dire, semble particulièrement intéressante et inspirante. Et elle fait écho ici avec plusieurs des dimensions qui sont absolument essentielles dans notre approche. Et j'en citerai trois. La pluridisciplinarité, pour commencer, puisque on ne sait plus très bien si vous êtes sociologue, économiste, historien, peut-être data scientist, statisticien, et c'est parfait, c'est très bien comme ça. La clé étant d'avoir réussi à travailler aussi en incluant toutes ces dimensions-là du problème. Deuxième volet, le traitement des données, absolument essentiel, voire peut-être même des données massives. Nous ne ferons plus de la recherche comme avant, nous ne la pensons plus comme avant, et en particulier les outils liés à l'apprentissage profond, ce qu'on appelle le machine learning, ouvrent des pistes incroyables pour la recherche. Et je pense que les membres de notre laboratoire à l'école, le CERGIC, le Center for Economic Research on Governance, j'allais dire growth, non, c'est on Governance, Inequality and Conflict, ne vont pas me contredire sur ce point-là. Et enfin, troisième volet crucial, la diffusion publique et gratuite des données de la recherche dans une démarche de science ouverte. Nous y sommes très attachés, c'est un élément essentiel pour crédibiliser et pour partager le travail des chercheurs, tout simplement pour que la recherche éclaire le débat public. Depuis leur origine, c'est la vocation des GECO que d'œuvrer en ce sens, d'éclairer le débat public précisément et de faire se rencontrer les chercheurs, le monde économique, le monde citoyen, tout simplement. C'est aussi la raison de notre fidélité à ces journées. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil à l'ENS Lyon et merci particulièrement à Jonathan et à Elisa d'avoir organisé cet événement aujourd'hui. Donc on va vous faire une présentation, on va essayer de tenir en 1 heure à peu près du livre avant de pouvoir échanger avec vous sous forme de questions-réponses. Alors qu'est-ce qu'on a fait dans ce livre avec Thomas? On a fait la chose suivante. Ce qu'on voulait comprendre, c'est les déterminants du vote, qui vote pour qui
Et pourquoi? Et on voulait le faire sur le long terme avec une perspective historique. Et vous allez voir tout au long de la présentation l'importance de la perspective historique pour essayer de comprendre un certain nombre de phénomènes qui se produisent aujourd'hui. Il y avait aussi un certain nombre de sujets sur lesquels ça nous paraissait important non seulement d'apporter des données, des faits, mais aussi cette perspective historique. Je donne juste un exemple. On entend souvent dire aujourd'hui dans l'actualité, quand vous ouvrez tel ou tel magazine, que les classes populaires auraient abandonner la gauche. Et ensuite, vous allez regarder ce qu'on vous montre par là, et vous n'avez pas d'évidence empirique qui montre que les plus modestes aujourd'hui ne votent plus à gauche. Nous, on va le quantifier, et on va montrer que historiquement, sur les 250 ans, vous allez toujours avoir une relation négative entre le revenu et le vote pour la gauche, et qu'on voit qu'en général, les classes populaires continuent, et encore plus aujourd'hui, même qu'il y a 10 ou 20 ans, de voter très fortement pour les partis de gauche. Donc il y avait aussi l'idée, finalement, d'apporter un certain nombre de faits pour rationaliser les discussions autour de la question du vote. Ça va être la même chose, par exemple, sur la question de l'identité. Donc il y a à la fois cette volonté-là de regarder, de comprendre qui vote pour qui et pourquoi, puis ensuite regarder la manière dont la structure du conflit politique, la structure du conflit électoral, et notamment le fait d'être dans une situation qu'on va dire bipartite, avec une alternance qu'on a connue pendant longtemps entre la gauche et la droite, ou être dans une situation comme la situation actuelle qui est beaucoup plus tripartite, avec 3 blocs, un bloc de gauche, un bloc du centre, un bloc de droite. Dans quelle mesure ça, finalement, cette structure du conflit politique, ça peut influencer les politiques qui sont menées, ça peut influencer le développement de l'État social, ça peut influencer aussi finalement la bonne santé de la vie démocratique. Alors comment on a fait ça et comment on a fait cette étude du conflit politique depuis 1789? En général, quand on essaie en sciences sociales de répondre à cette question qui vote pour qui, on s'appuie sur des données d'enquête, on s'appuie sur des données de sondage. Ces données d'enquête, elles ont 2 limites principales. La première, c'est qu'on n'a pas du tout d'enquête électorale avant la fin des années 1950. On a quelques-unes à la toute fin des années 1950, et de manière systématique, en fait, on n'en a qu'à partir des années 1970-1980. Donc ça vous permet d'étudier qui vote pour qui depuis la Seconde Guerre mondiale, mais fondamentalement pas avant. Donc en fait, on perd toutes ces perspectives historiques avec les données d'enquête. Donc ça, c'est quand même vraiment la première limite. Puis la deuxième limite, quand même, fondamentalement des données d'enquête, c'est qu'on a des tailles d'échantillons qui restent relativement faibles. Donc si vous prenez la plupart des enquêtes électorales, vous allez avoir des échantillons entre 1000, 1200, 1500 personnes. Si vous prenez les enquêtes les plus récentes, qui sont un peu plus massives, notamment en amont des dernières élections présidentielles, on va avoir des tailles d'échantillons qui vont monter jusqu'à 10 000, 12 000 personnes enquêtées. Et le problème, c'est qu'avec des tailles d'échantillons de 10 000 personnes enquêtées, vous ne pouvez pas du tout comprendre ce qui se passe pour les petits votes. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle un petit vote en France, c'est le vote Parti Socialiste, 1,7% au présidentiel. Le vote Les Républicains, on est aussi en dessous de 5%, donc on peut décider de ne plus vouloir expliquer les déterminants du vote socialiste ou pour la droite traditionnelle, mais ça reste quand même un problème, une difficulté de ces données d'enquête, notamment dès que vous voulez rajouter plus de 1 ou 2 dimensions explicatives. C'est-à-dire que vous ne voulez pas considérer simplement le revenu, mais le revenu, le territoire, l'éducation, vous ne pouvez pas, en fait, sur des votes en dessous de 10%, avec des échantillons de 10 000 personnes. Donc, on s'est dit comment on va résoudre ce problème. Et en fait, on a tiré avantage de 3 spécificités de l'histoire électorale française. La première, c'est qu'en France, on vote depuis très longtemps. En France, en fait, on vote depuis 1789, depuis la Révolution française. Et donc, on peut avoir cette perspective historique sur quasiment 250 ans d'élections et de vote. La deuxième, c'est qu'en France, on a un maillage territorial qui est un maillage territorial extrêmement fin. On a 36 000 communes en France. Alors souvent, nos partenaires de l'Union européenne se moquent beaucoup de nous, parce qu'on a plus de communes en France que dans l'ensemble des autres pays de l'Union européenne réunis. Donc ça fait quand même beaucoup, mais ça a un vrai avantage pour le chercheur, parce que 36 000 communes, ça veut dire que vous avez beaucoup de petites communes, beaucoup de grandes communes. À l'intérieur des petites communes, vous allez avoir des petites communes pauvres, des petites communes riches, avec beaucoup de diplômés, moins de diplômés, avec une population plus jeune, une population plus âgée. Donc on a une très grande hétérogénéité finalement territoriale qu'on va pouvoir exploiter pour mieux comprendre la structure des votes. Et puis le troisième avantage fondamentalement qu'on a en France, c'est quand même qu'on a d'excellentes archives nationales.
Et donc le travail qu'on a fait dans ce livre, on n'aurait pas pu le faire sans les archives nationales. Donc qu'est-ce qu'on a fait concrètement? C'est qu'on a collecté pour l'ensemble des élections législatives depuis 1848, pour l'ensemble des élections présidentielles depuis 1848, pour les principaux référendums de la période. Donc on va commencer avec le premier référendum pour la première constitution de la Première République en 1793, référendum de 1795, référendum de 1946. Pour l'ensemble de ces élections-là, on a collecté les résultats électoraux au niveau communal. Ces résultats, ils existaient. Ces archives, elles étaient là, elles sont très bien conservées aux archives nationales. Quand il y a des trous, ça peut exister parfois, il y a des départements qui sont perdus. C'est très bien conservé aux archives départementales. Et vous y allez, élection par élection, vous avez des cartons d'archives. Et à l'intérieur de chaque carton, vous allez avoir un certain nombre de départements. Puis à l'intérieur de chaque département, vous allez avoir des dossiers par canton avec des bordereaux, avec les résultats au niveau des communes. Je vais vous montrer quelques exemples de ce à quoi ces données existent. Ces données, elles étaient là, elles étaient bien conservées, elles étaient bien rangées, très bien organisées, avec des archivistes qui sont excellents de ce point de vue-là. C'est juste qu'elles n'avaient jamais été exploitées et numérisées avant. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ce qui avait été fait avant qu'on se lance dans ce travail pour le livre, c'est que le ministère de l'Intérieur mettait à disposition les données au niveau communal depuis 1993. En gros, on avait 1993-2022. Il y avait pour quelques élections des données qui avaient été collectées au niveau départemental plus systématiquement, un peu au niveau cantonal. Et en fait, on a rempli le trou de collecte des données au niveau communal entre 1789 et 1993. Et puisqu'on est dans une université, là, je veux quand même en profiter aussi, non seulement pour remercier et saluer les archives nationales, mais aussi les financements publics de la recherche, notamment l'Agence nationale de la recherche, le Conseil européen de la recherche, parce que s'il n'y avait pas tous ces financements publics de la recherche, malheureusement, c'est des travaux qu'on n'aurait pas pu mener à bien. Bon, donc on a collecté, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ces résultats électoraux de manière systématique pour toutes les législatives, les présidentielles et les principaux référendums depuis 1793 au niveau des communes. Ensuite, quand vous voulez comprendre qui vote pour qui et pourquoi, il ne vous suffit pas d'avoir les résultats des élections, encore faut-il avoir les caractéristiques de l'électorat. Et donc de ce point de vue-là, on a fait le même travail au niveau des communes. On a essayé de collecter de manière systématique chaque année un certain nombre de mesures de la richesse des communes. Ça peut être le revenu au niveau des communes. Une mesure qui est très bonne sur la longue durée, c'est vraiment le capital immobilier moyen, parce qu'au moment de la Révolution française, vous avez l'introduction de l'équivalent de ce qu'on appellerait aujourd'hui la taxe foncière. Donc là, vous avez vraiment des données extrêmement précises avec des séries longues sur 250 ans, avec des mesures de capital immobilier au niveau de chacune des communes. Puis ensuite, vous allez mesurer la taille de la population. Ça, on verra au fur et à mesure de la présentation l'importance du territoire, justement d'être dans une petite commune ou dans une grande commune, la taille de la population de la commune, la taille de la population de l'agglomération aussi à laquelle la commune est rattachée. Ça joue aussi un rôle extrêmement important. C'est pas pareil d'être une petite commune rattachée à une grande agglomération ou d'être une petite commune rattachée à une petite agglomération. Et puis le niveau de diplôme, donc la structure en termes d'éducation, la structure en termes d'âge, le fait d'être propriétaire ou locataire, on verra que ça joue aussi un rôle extrêmement important. Puis la profession, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes employé, vous êtes ouvrier, vous êtes cadre ou profession libérale, la manière dont ça s'imbrique dans le territoire, toutes ces dimensions-là pour mieux comprendre finalement l'évolution de la structure des électorats au cours du temps. Donc juste pour vous montrer une idée de ce à quoi ressemblent les archives nationales, et ça c'est aussi finalement une limite aujourd'hui du deep learning et de l'intelligence artificielle, même ça, aussi deep et aujourd'hui l'intelligence artificielle, on n'arrive pas fondamentalement à l'automatiser. Donc on est quand même obligé de travailler manuellement sur ces données-là. Ça c'est un exemple pour les législatives de 1849. Donc vous avez les résultats électoraux. Donc je sais pas, vous avez le nom des cantons, vous avez le nom des communes, vous avez le nom des candidats. Vous avez les chiffres. Alors c'est très joli la manière dont c'est calligraphié. Il y a des très grandes boucles. Vous avez aussi certaines communes et cantons pour lesquels même les chiffres sont écrits en lettres. Et donc ça, en fait, vous ne pouvez pas fondamentalement automatiser l'entrée de ces résultats. Vous êtes obligé de le faire à la main. D'autant que, en fait, si vous l'automatisez complètement, il y a plein de choses à côté desquelles vous passez. Là, c'est un exemple pour les législatives de 49. Si je prenais les législatives de 1848, vous prenez les bordereaux électoraux. À
l'intérieur de chacune des communes, vous avez jusqu'à 3, 4, 5 orthographes différentes pour Napoléon. Donc si vous le faites de manière automatique, vous avez l'impression qu'il y a 5 candidats différents qui ont quelque part Napoléon dans le nom, alors qu'en fait c'est toujours le même. Et puis il faut aussi corriger pour le fait que régulièrement les gens ont encore tendance à voter Robespierre à l'époque, ayant a priori oublié qu'il avait perdu la tête. Mais ça s'améliore au cours du temps. Un peu en termes de lisibilité des fichiers, et ça on pourrait presque automatiser, on va dire l'entrée des données, c'est les élections législatives pour le même canton de Cambrai-Est dans le Nord. Mais même si ça s'améliore en termes de lisibilité, il y a une limite de ces données, et notamment cette limite, elle va rester dans les données jusqu'en 1950 et jusqu'à la publication des livres blancs par le ministère de l'Intérieur. Et la limite de ces données, c'est la suivante. Vous avez le canton. Vous avez le nom de la commune, vous avez les inscrits, les exprimés, vous avez les bulletins nuls, blancs, puis vous avez le nom des candidats et les scores. Sauf que le nom des candidats, pour comprendre qui vote pour qui et pourquoi, ça ne vous avance pas énormément. Parce que vous ne savez pas le parti pour lequel les différents candidats, finalement, se présentent aux élections. Et l'information sur les partis, elle n'est pas présente dans les bordereaux électoraux. Il y a quelques exceptions, c'est les élections en 1919-1924. Pour le coup, c'est des scrutins de liste. Donc là, vous pouvez avoir le nom de la liste, donc vous pouvez déduire le parti. Mais sinon, à chaque fois, vous avez des résultats au niveau des candidats eux-mêmes. Donc toute la question, c'est comment on fait pour rattacher un candidat à son parti politique. Et à partir de là, ce que vous êtes obligé de faire, c'est d'utiliser la seule source, finalement, qui nous reste de l'époque, qui nous dit les candidats, pour quel parti politique ils vont se présenter, c'est la presse de l'époque. Donc en fait, on doit dépouiller tout au long du 19e siècle, et pour toute la première moitié, pour le dire rapidement, du 20e siècle, on doit dépouiller la presse, notamment la presse au niveau national. Enfin, une exception, c'est les législatives de 1848-1849. C'est là où vous êtes même obligé de dépouiller la presse au niveau local. Vous n'avez pas d'informations dans la presse au niveau national, donc vous devez travailler département par département. Mais pour la plus grande partie de la période, vous pouvez quand même le faire avec la presse au niveau national, où vous allez trouver la liste des noms des candidats, et puis pour chaque candidat, une étiquette politique. C'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, notamment parce que nous, au départ, on s'est dit, bon, comment on va faire ça de manière intelligente sur longue période? On va prendre un titre de presse national, centriste, qui est présent sur toute la période. C'est un journal qui s'appelle Le Temps. Donc Le Temps, ça serait l'équivalent du Monde aujourd'hui. Et puis on va rentrer les partis politiques tels qu'ils sont présentés dans ce journal Le Temps. Bon. On a fait ça pour commencer. Et puis on a commencé à regarder, on a dépouillé, on a regardé nos résultats. Législatives de 71, 1876, 1881, 1885, 1893. Et là, on avait une surproportion à la fois du nombre de candidats et des scores obtenus par les Républicains. Vraiment frappante. Il se trouve que Le Temps est un journal républicain. Et qu'en fait, la manière de biaiser, on parle souvent du biais médiatique, du biais de l'information, etc. La manière de biaiser l'information pour Le Temps, c'était de surclassifier en fait un très grand nombre de candidats comme républicains. Donc ils étiquetaient systématiquement 2/3 des candidats comme républicains, ce qui leur permettait de gonfler le score obtenu par le parti à l'époque. Et donc en fait, on s'est retrouvé face à cette question, c'est que Le Temps, c'était pas une source suffisante d'information. Il fallait qu'on prenne Le Temps et l'Union et le Gaulois, et puis la Lanterne. Il a fallu qu'on prenne en fait systématiquement pour les élections un journal socialiste, radical socialiste, un journal républicain, un journal conservateur, un journal monarchiste, et puis finalement en utilisant justement le biais de chacun de ces titres, qu'on puisse réétablir proprement les étiquettes de chacun des candidats. Ça a été un travail de fourmi, en même temps c'est un travail extrêmement informatif, parce que quand vous faites ça et que vous relisez la presse de l'époque, vous comprenez en fait le contexte électoral de l'époque, mais je veux vraiment insister là-dessus. On a mis d'ailleurs ces données sur le site, elles sont en ligne. Hein. Ce qu'on a mis en ligne, ça va de ça, c'est-à-dire on met toutes les archives brutes. C'est quand même extrêmement intéressant. S'il y a une période qui vous intéresse, vous allez avoir, voilà, vous pouvez vraiment vous plonger dans les bordereaux électoraux. Et ensuite, on met les données à différentes étapes d'enrichissement. C'est-à-dire vous allez avoir les candidats, puis après, vous allez avoir le nom des partis des candidats tels qu'ils apparaissent dans tel et tel journaux. Puis après, vous allez avoir notre choix, qui est un choix. C'est-à-dire qu'à la fin, vous devez prendre une décision. Mais l'avantage de tout mettre en ligne, c'est que vous avez le droit de faire d'autres choix, puisqu'on met aussi des codes en ligne. Vous avez le droit de reclassifier en fait des candidats si vous n'êtes pas d'accord avec le choix qu'on a fait. Et puis ensuite, du coup, on va se retrouver pour chaque élection avec en moyenne 10 à 15 nuances politiques.
Donc si je reprends la fin du 19e siècle, vous allez avoir justement les socialistes, les radicaux socialistes, les radicaux, vous allez avoir les républicains modérés, les républicains opportunistes, les monarchistes, les bonapartistes, les légitimistes. Si on saute à aujourd'hui, 10-15 nuances politiques, vous allez avoir la LFI, le Parti communiste, le Parti socialiste, Renaissance, Horizon, les Républicains, le Rassemblement national, Reconquête, etc. Donc voilà, on a ce premier regroupement en 10-15 nuances par élection, qui est extrêmement important. Et puis ensuite, le problème, c'est que si vous voulez comprendre des comportements de vote sur le très long terme, vous ne pouvez pas juste travailler avec ces 10-15 nuances, parce que la vie politique française étant ce qu'elle est, ces nuances passent leur temps à changer, et en partie à changer de nom également. Et donc on va faire des regroupements un peu plus larges entre centre-gauche, enfin entre gauche, centre-gauche, centre, centre-droite, ce qui va nous permettre d'avoir des tendances en fait sur le plus long terme et de pouvoir faire des comparaisons sur le plus long terme. Et on va beaucoup vous parler aujourd'hui de tripartition et de gauche et de centre et de droite. Il faut avoir l'impression que c'est une vision simplificatrice. En fait, c'est une vision qui nous donne de la profondeur historique, mais la réalité de ce qu'on fait, des données qu'on met à disposition, c'est fait de manière beaucoup plus fine en fait au niveau des partis pour commencer, puis surtout au niveau des nuances politiques ensuite. Vous mentionnez le site tout à l'heure, donc là c'est juste une capture d'écran du site, mais pour vous donner un peu une idée de ce que vous pouvez faire dessus. Là-haut, il y a le bouton télécharger. Donc là, c'est vraiment une page avec élection par élection, les différentes possibilités de téléchargement des données brutes au fichier Excel. Ensuite, il y a des utilisations qui sont quand même plus faciles, on va dire, d'usage pour s'amuser sur le site, entre guillemets. Déjà, vous pouvez tout cartographier. Pour chacune des élections, vous allez pouvoir cartographier les résultats obtenus par les candidats ou par les différents partis, en mettant d'ailleurs une carte ou deux cartes face à face, en zoomant sur les différentes cartes. Vous pouvez le faire pour les résultats électoraux. Vous pouvez le faire aussi pour l'ensemble des indicateurs socio-économiques. Ensuite, vous pouvez plutôt travailler au niveau de votre commune. Pour chacune des communes et des 36 000 communes, et on a pas mal joué avec ça. Mes étudiants, en général, ils débarquaient dans mon bureau, ils avaient toujours la commune d'un de leurs grands-parents à tester en étant persuadés qu'elle n'y serait pas parce qu'il n'y avait que 52 habitants. Mais a priori, même la commune de vos grands-parents avec 52 habitants, vous pouvez la trouver. Et vous allez trouver, du coup, pour cette commune, toutes les données, c'est-à-dire l'évolution du revenu moyen sur longue période, du capital immobilier moyen, du niveau d'éducation, de la structure d'âge, et puis l'évolution des différents votes dans l'absolu, puis en comparaison souvent avec la moyenne nationale. Toutes ces données-là, tous ces graphiques, vous pouvez aussi les télécharger. Ça, je dis ça pour les étudiants. À chaque fois, on a mis des jolis boutons JPEG pour télécharger proprement l'ensemble des graphiques ou l'ensemble des cartes qu'on met à disposition. Puis la troisième chose, je vais y revenir dans un instant, c'est une des manières dont on présente nos résultats, dont on essaie de les analyser pour comprendre l'évolution de la structure politique. C'est cette page qu'on a appelée conflit, où on va regarder pour les différentes élections qui a le vote le plus populaire et qui a le vote le plus bourgeois, que je vais vous définir extrêmement rapidement. Avant ça, je veux quand même insister sur une chose. La raison pour laquelle on peut utiliser les données communales pour comprendre les comportements de vote. Si on avait en France 36 000 communes, mais 36 000 communes qui étaient complètement identiques, où en moyenne, tout le monde avait le même revenu, le même niveau d'éducation, la même taille de population. En fait, utiliser les variations entre les communes, ça ne vous apporterait absolument rien pour comprendre les comportements de vote. Et la raison pour laquelle on peut le faire, c'est parce qu'on a une énorme hétérogénéité entre ces 36 000 communes. Donc je vous montre juste deux exemples, c'est vraiment des captures d'écran au jour d'aujourd'hui. Donc là c'est pour 2022, avec une carte sur le revenu, puis ensuite une carte sur le capital immobilier. Là vous avez la géographie du revenu par habitant. Le revenu moyen annuel par habitant en France, aujourd'hui il est de 19 200 €. Si vous prenez des communes parmi les 10% des communes les plus pauvres, prenez une commune comme Roubaix par exemple dans le Nord, le revenu moyen annuel, il est de 8 900 €. C'est-à-dire à peu près 800 € de revenus mensuels. Vous prenez le 7e arrondissement de Paris, le revenu moyen annuel par habitant, il est de 107 000 €. C'est moyen annuel par habitant. En fait, ça veut dire qu'en revenu mensuel, enfant compris, on est à 10 000 € par personne à l'intérieur du foyer. Ouais, en type d'écart, on passe de 800 € par mois à 10 000 € par mois. Ces écarts-là de richesse, ils sont encore plus importants si vous prenez le capital immobilier. Là, c'est au niveau du capital immobilier. En moyenne, en France, on est autour de 220 000 €, 219 000 €. La valeur moyenne des logements dans le Cher, à Vierzon, c'est 65 000 €. Prenez le 7e arrondissement de Paris, on est à 1,2 million.
Un ratio entre 65 000 et 1,2 million. Et ce qui est vraiment important ici, c'est que ce n'est pas simplement Paris versus la province. Si vous regardez les valeurs avec des prix de logement supérieurs à 500 000 ou supérieurs à 800 000 euros, bon, vous en avez à Paris, une belle concentration de capital immobilier, en particulier en Ile-de-France, à Paris intramuros, mais vous en avez aussi un peu partout dans le sud-est, vous en avez dans les Hautes-Alpes, vous en avez autour de Lyon, vous en avez dans la région de Bordeaux, vous en avez aussi un peu dans le nord de la France. On donne d'autres exemples, le capital immobilier moyen à Saint-Marc-Jomgarde, qui est une petite commune dans les Bouches-du-Rhône, il est à 820 000 euros. C'est un écart énorme par rapport à Vierzon. Et en fait, c'est ça qu'on peut utiliser. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chacun des départements, même pour une histoire, j'ai envie de dire commune, vous allez avoir énormément de variations. Et c'est en utilisant ces variations entre les communes qu'on peut finalement comprendre l'évolution de la structure des votes. Du coup, dans ce livre, fondamentalement, on a deux objectifs. Il y a un premier objectif qui est un objectif historique, avec la constitution de cette base de données qu'on met à la disposition du plus grand nombre. Et à la fois, bon, pour nous, c'est utile, on pense aussi pour le citoyen qui veut s'informer sur cette question du vote. On pense que c'est aussi utile pour les médias qui peuvent jouer avec ces données et qui peuvent en tirer parfois des analyses différentes des résultats électoraux. On pense aussi que c'est très utile pour les chercheurs, enfin on l'espère, parce qu'en fait ce qu'on a fait avec cette masse de données cumulée, c'est peut-être 2, 3, si on est optimiste, 5% de ce qu'on pourrait tirer de ces données. Donc voilà, il y a cet intérêt historique de constitution de bases de données. On est un peu l'un comme l'autre, on s'est bien trouvé de ce point de vue-là des fous de données, donc on a poussé ça vraiment au maximum. Et puis au-delà de l'intérêt historique, il y a l'idée d'utiliser l'histoire pour mieux comprendre les crises actuelles et leurs possibles dénouements. Je vous donne simplement un exemple. Alors ce n'est pas le cas, je pense, pour les plus jeunes étudiants dans la salle, mais pour quiconque a au-delà de 30, 40 ans ici, on a quand même grandi, on a été socialisé à la politique avec l'idée que la norme en France, c'était une espèce d'alternance entre la gauche et la droite. Voilà, une espèce de bipartisme, vous aviez des élections, parfois la gauche gagne, parfois la droite gagne. Et puis aujourd'hui, on se retrouve dans une situation de tripartition avec 3 blocs. Donc à l'heure actuelle, le bloc de gauche qu'on qualifie de social-écologique, le bloc du centre libéral-progressiste, et puis le bloc à droite national-patriote. Et on est un peu perdu finalement avec cette tripartition, comme si c'était une réorganisation de la vie politique complètement nouvelle et inconnue en France. Sauf que si vous prenez de la perspective historique, on s'aperçoit du fait que cette tripartition, elle n'est pas nouvelle, qu'on a déjà eu une grande période de tripartition à la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, on va la dater en gros de 1848 jusqu'en 1910, que cette tripartition, elle se faisait aussi avec 3 blocs. Donc là, à gauche, vous aviez les radicaux socialistes, les socialistes, au centre, les républicains modérés et opportunistes, et à droite, les conservateurs et les monarchistes, et qu'il y a beaucoup de points communs entre ces deux périodes de tripartition, à commencer par les caractéristiques de l'électorat du bloc du centre, le bloc des républicains opportunistes, et puis le bloc aujourd'hui libéral-progressiste, que cette première tripartition, on en est sorti. On peut essayer de comprendre comment on en est sorti, ça on y reviendra, et ça, je vais laisser Thomas présenter ses résultats, mais sur le fait que le conflit socio-économique l'a emporté sur les divisions territoriales, et on peut essayer d'en tirer des leçons finalement pour aujourd'hui. Donc il y a aussi cette idée d'utiliser l'histoire, la perspective historique de long terme, pour établir des nouveaux faits. Ça je vais vous montrer par exemple sur la participation, et aussi un éclairage nouveau sur un certain nombre de crises actuelles. Alors je veux juste vous commenter juste vous commenter 2 graphiques. Le premier, c'est celui-là. Le vote ensemble est-il le plus bourgeois de l'histoire, pour vous expliquer un peu la méthodologie et l'approche qu'on a pour faire des comparaisons à travers le temps. Une des choses qu'on peut faire, et qu'on fait avec les données qu'on a, c'est qu'on va avoir une mesure de richesse, par exemple revenu capital immobilier, pour l'ensemble des communes, l'ensemble de la période. Donc par exemple, vous pouvez classer, et on va classer l'ensemble de nos communes en percentiles de revenus. Ça va avoir les 1% des communes les plus pauvres, les 2% suivants, les 3% suivants, jusqu'aux 1% des communes les plus riches. Là, pour simplifier un tout petit peu le graphique, on l'a fait en déciles. Donc en bas, vous avez les 10% des communes les plus pauvres, les 20% suivants, puis au fur et à mesure que vous montez, vous allez de plus en plus dans les communes les plus riches, les 10% les plus riches, les 5% les plus riches, les 1% des communes les plus riches.
Et ensuite, on veut comprendre les évolutions de long terme avec de la comparaison. Donc, ce qu'on met là sur ce graphique, ça ne va pas être le score absolu obtenu par chaque parti dans chaque type de commune, ça va être son score relativement à sa moyenne nationale. Donc, c'est pour ça que vous avez la barre noire horizontale à 100%. Et donc, quand vous êtes au-dessus, ça veut dire que la commune vote davantage pour un parti que sa moyenne nationale. Puis quand vous êtes en dessous de la barre à 100%, ça veut dire que la commune vote moins pour tel ou tel parti que sa moyenne nationale. Bon, pour le dire très rapidement, vous prenez le vote ensemble en 2022, ça veut dire en gros que dans les 1% les communes les plus riches, le vote ensemble a été 1,7 fois supérieur à sa moyenne nationale en 2022. Okay ? Le vote ensemble est-il le plus bourgeois de l'histoire ? Si vous prenez le haut de la distribution, et donc le fait qu'on vote beaucoup plus pour ensemble dans les communes les plus riches qu'en moyenne, c'est quelque chose en fait qu'on retrouve aussi pour tous les partis de la droite traditionnelle. Donc là, je vous mets quelques exemples. La droite en 1893, 1924, 62, 81, 93, vous avez à peu près la même relation. Plus vous allez en haut de la distribution des revenus, plus vous avez un vote pour les partis de droite traditionnelle qui est important. Mais il y a une vraie différence entre le vote. Alors là, on a mis ensemble pour avoir une comparaison sur les législatives. Ça pourrait être le vote Macron au premier tour de la présidentielle de 2022. Vous avez à peu près la même relation. Il y a une vraie différence, c'est que historiquement, on va revenir sur les raisons pour lesquelles c'était le cas. Historiquement, les partis de la droite traditionnelle étaient capables de capturer une partie du vote des classes populaires, et notamment une partie du vote des classes populaires rurales. Alors qu'aujourd'hui, si vous prenez le vote ensemble, dans les 70% des communes les plus pauvres, vous êtes en dessous de la moyenne nationale. Et ça va, mais ça on y reviendra tout à l'heure, ça va avec le fait qu'aujourd'hui, vous avez ce centre extrêmement favorisé qui vote pour le bloc ensemble et une division des classes populaires, notamment entre d'une part les classes populaires rurales qui se tournent davantage vers le Rassemblement national et d'autre part les classes populaires urbaines qui se tournent davantage vers le bloc de gauche. Okay. Dans le livre, on fait 4 choses. Alors, on va essayer, pour rester raisonnable aujourd'hui, d'en faire essentiellement 3. La première partie du livre, elle est vraiment sur la réduction des inégalités socio-spatiales en France depuis la Révolution, puis le retournement de cette réduction autour des années 1980. Donc, on va et on étudie sur longue période le développement de l'État social, l'accès à l'éducation publique, l'accès à la santé publique, l'accès du plus grand nombre à des niveaux d'éducation plus importants, la réduction des inégalités de revenus, la réduction des inégalités de patrimoine, etc. Ça va être important ensuite, parce que justement, la question de la structure du vote et du conflit politique, ça a aussi un impact sur ce développement de l'État social ou la réduction des inégalités. Dans la deuxième partie du livre, et là je vais juste vous montrer 2 résultats avant de passer la parole à Thomas, on étudie la question de la participation électorale et des changements de la mobilisation démocratique sur le long terme. Puis ensuite on se tourne vers l'évolution des conflits électoraux législatifs et ensuite au présidentiel et au scrutin référendaire. Je vais juste vous montrer 2 graphiques sur la participation électorale qui montrent l'intérêt de la perspective historique. Celui-là, c'est vraiment sur la participation de long terme. Donc en rouge, vous avez les élections législatives. En vert, vous avez les élections présidentielles. Pour les présidentielles, a priori, en 1848, Napoléon n'a pas laissé un super souvenir. Donc c'est pour ça qu'on n'en a plus avant 1965. C'est pas qu'on n'a pas collecté les données, c'est qu'on a arrêté d'en organiser dans le pays. Un petit trou historique. Au moins pour les législatives, vous avez vraiment des élections qui ont lieu régulièrement pendant toute la période. Donc si on commence l'histoire par la fin, vous allez me dire, on connaît déjà la fin. La participation, elle s'est effondrée au cours des dernières années. Et si vous prenez les dernières législatives en France, on est en dessous de 50% de participation. Et en vrai, on a une participation encore plus faible que ça, parce qu'en France, on calcule la participation pas par rapport à la population en âge de voter, mais par rapport à la population inscrite sur les listes électorales. Et on sait qu'on a entre 7 et 8% de mal inscription ou de non-inscription, ce qui fait qu'en fait, on a plutôt des taux de participation effectifs qui sont de l'ordre de 42-43%. Donc on a quasiment 60% de la population qui ne va pas voter pour les législatives. Qu'est-ce que ça nous apprend ici, la perspective historique ? C'est que ce taux d'abstention en France aujourd'hui, c'est le plus élevé depuis la Révolution française. On n'a jamais vu ça de toute l'histoire électorale française depuis la Révolution. Donc on avait ça à la Révolution. À la Révolution française, vous aviez entre 30 et 40% de participation.
C'était pas exactement les mêmes conditions de vote, hein. Au moment de la Révolution française, vous allez voter au niveau des cantons, ce qui très concrètement, et c'est très bien documenté par les historiens, signifie que vous avez entre 20 et 30 km de marche en moyenne pour aller voter. Ça vous prend entre une demi-journée et une journée de travail. Ce qui est documenté encore plus d'ailleurs, c'est qu'à l'époque, il y a uniquement les hommes qui ont le droit de vote. Et du coup, il y a des inquiétudes au niveau des villages, parce que les hommes ne veulent pas abandonner le village pendant toute une journée pour aller voter. Ils ont peur que le village se fasse attaquer, et les femmes en particulier. Et malgré tout, vous avez entre 30 et 40% de participation. Dès 1848, sachant qu'en février 1871, on vote encore au niveau des cantons, n'empêche que dès 1848, on est à des taux de participation entre 70 et 80%. Et la participation, elle reste stable entre 70 et 80% de 1848 jusqu'en gros à 1980. Et ça, c'est vraiment important de le voir avec ce recul historique, parce que ça veut dire qu'il faut quand même relativiser toutes les discussions qui sont faites aujourd'hui autour de une solution pour lutter contre l'abstention, c'est le fait de rendre le vote plus simple et de permettre le vote électronique. Cet effondrement de la participation qu'on voit récemment, c'est pas que c'est devenu plus difficile de voter au cours des 30 dernières années par rapport à la perspective historique. C'est-à-dire qu'il y a autre chose, en fait, dans cette démobilisation électorale. Et cette autre chose, on comprend aussi mieux avec la perspective historique si on regarde les inégalités politiques en termes de participation, et en particulier si on compare la manière dont votent les plus modestes et la manière dont votent les plus favorisés. Okay, donc là, il y a 4 courbes, mais vous pouvez vous concentrer sur une seule d'entre elles. Prenons la bleue, par exemple. Sur la courbe bleue, on compare le taux de participation des 5% des communes les plus riches au taux de participation des 5% des communes les plus pauvres. Okay, et donc, 1, ça veut dire que les communes les plus riches votent comme les communes les plus pauvres. Donc, si vous êtes au-dessus de 1, ça veut dire que les communes les plus riches votent davantage que les communes les plus pauvres. En dessous de 1, que les communes les plus riches votent moins que les communes les plus pauvres. Si vous regardez encore une fois la fin de l'histoire, on voit que les communes les plus pauvres votent moins que les communes les plus riches. Il faut quand même regarder l'ampleur de l'écart. Ça veut dire que les 5% des communes les plus riches aujourd'hui votent 1,35 fois plus que les 5% des communes les plus pauvres. Avec un taux de participation effectif autour de 42%, 43% en moyenne, ça vous donne des taux de participation qui sont de l'ordre d'un tiers dans les 5% des communes les plus pauvres. Donc il y a 2 tiers des gens qui ne se déplacent pas. Bon. Vous allez me dire, on le savait déjà. Là, avec les données d'enquête, on sait déjà que les plus pauvres votent moins que les plus riches. C'est vrai qu'on le savait à un temps T, c'est-à-dire qu'on le savait pour aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est les explications qui sont souvent données. Les gens vont dire, pourquoi les plus pauvres votent moins ? Ils votent moins parce qu'ils sont moins éduqués. Comme ils sont moins éduqués, souvent ils sont moins bien informés. Et du coup, ils s'intéressent moins à la politique. Cette explication, elle ne serait pas absurde si ça avait été le cas et vrai de tout temps. C'est-à-dire si on avait toujours vu une tendance pour les plus pauvres à voter moins que les plus riches. Or, ce que vous voyez ici, en prenant un peu de recul historique, c'est que ce n'est pas le cas historiquement. Dans les années 60, 70, 80, les communes les plus modestes votaient plus que les communes les plus riches. Et l'écart, il n'est pas insignifiant. Et vous avez vraiment eu une inversion, en fait, de cette mobilisation démocratique entre communes riches et communes pauvres depuis la fin des années 1980, le milieu des années 1990. Donc ça veut dire que l'explication, elle est autre. L'autre chose qui est frappante, c'est que les écarts de participation entre communes riches et pauvres, ils n'ont jamais été aussi importants de toute l'histoire électorale française. En termes, vous aviez eu des écarts dans les années 1870, qui sont plus faibles que ceux qu'on observe aujourd'hui. Donc il faut essayer de comprendre, en fait, les raisons de cette démobilisation, qui n'est pas une démobilisation uniforme sur l'ensemble du territoire, mais qui est une démobilisation qui va en particulier toucher davantage les plus modestes, dans un contexte actuel de tripartition, avec un centre électoralement extrêmement favorisé au pouvoir, et qui fait que les plus modestes décident de ne plus aller voter, là où les plus riches continuent à se mobiliser davantage. Je vais passer la parole. Merci Julia. Donc moi je vais prendre la suite en passant donc de la participation à la question de qui vote pour qui et des différentes tendances politiques. Juste pour bien expliquer, nous là, notre explication pour cet écart impressionnant de participation entre communes riches et communes pauvres, ça doit forcément être dû à la transformation des partis politiques, de l'offre politique. Donc peut-être que par exemple les électeurs les plus pauvres ont eu l'impression à partir des années 90-2000 que finalement leur vote n'avait pas beaucoup de différence, que les programmes appliqués par la gauche, par la droite se ressemblaient. Enfin, en tout cas, il faut une explication qui a quelque chose à voir avec la transformation de la vie politique elle-même. On ne peut pas juste dire
dire, bah voilà, c'est comme ça a toujours été comme ça. Dans les années 60, 70, 80, comme le disait Julien, en fait, les communes pauvres votaient plus que les communes les plus riches. Et si on regarde dans le détail, on voit que c'est lié à une mobilisation, notamment des classes populaires qui votaient à l'époque pour le Parti communiste, pour le Parti socialiste, donc qui correspondait à un moment de mobilisation politique forte. Donc voilà, pour résumer, les stratégies de mobilisation sont importantes, le militantisme, les programmes qui sont proposés, et on ne peut pas naturaliser, essentialiser ces écarts de comportement politique qui en fait varient beaucoup dans l'histoire en fonction des stratégies des acteurs. Donc c'est toujours ça dépend du contexte historique, social, politique, et c'est la même chose quand on va essayer de comprendre qui vote pour les différents blocs politiques. Je veux insister aussi, là, ce type de graphique, c'est le premier résultat de très long terme qu'on va présenter. Je vais vous en présenter un deuxième sur la structure du vote rural versus vote urbain pour les partis de droite et de gauche. Et ces deux graphiques, celui-là et celui que je vais vous présenter après, d'une certaine façon, valident l'intérêt de la démarche historique, c'est-à-dire nous permettent d'apprendre des évolutions dans le long terme, qui a priori n'était pas évidente. Enfin, nous, quand on s'est lancé dans cette recherche, on n'avait aucune idée qu'on allait obtenir ce type de graphique. Enfin, il n'y avait pas de raison. Et ça montre que faire des comparaisons sur 2 siècles, ça peut avoir un intérêt. Alors, je passe maintenant à la question de qui vote pour qui. D'abord, juste sur la répartition des votes entre blocs. Donc Julia vous a bien dit, les données élémentaires dont on dispose, c'est beaucoup plus compliqué que juste la gauche, la droite, le centre. On a entre 10 et 15 nuances politiques par élection. Et si vous voulez vraiment comprendre comment les gens se politisent, les choix que font les uns les autres, il faut remonter à ce niveau élémentaire parce que ça a un sens pour les électeurs, c'est à chaque fois des mouvements politiques différents. Bon, après, si on veut faire des comparaisons sur longue période, c'est quand même utile de faire des regroupements. Donc là, on a des regroupements qu'on peut discuter, qu'on peut améliorer, mais qui en gros correspondent à ce que vous disiez Julia tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 3 blocs qui, en gros, ont à peu près un tiers des voix aux législatives. On retrouve cette situation en 3 blocs de taille comparable, en gros un tiers des voix, à la fin du 19e siècle. Pendant l'essentiel du XXe siècle, on est plus proche d'une bipolarisation, alors notamment après 1958 et sous la Ve République. Dans l'entre-deux-guerres et sous la Quatrième République, on a un bloc central, essentiellement le Parti radical à l'époque, qui gouverne une fois à droite, une fois à gauche, qu'on peut identifier comme le centre, mais qui a entre 10 et 15% des voix. Donc c'est un centre faible, c'est un centre qui n'est pas assez fort pour gouverner tout seul, ça c'est évident, mais même qui a besoin de s'allier à des forces qui sont encore plus importantes que lui. Donc ça rend d'ailleurs la situation très, très instable. Alors qu'à la fois à la fin du 19e siècle, les républicains modérés et opportunistes ont en gros un tiers des voix, entre 30 et 35% des voix. Aujourd'hui, le bloc central a un tiers des voix, un peu moins. Bon, c'est pas facile de gouverner avec un tiers des voix, mais on peut constituer une force importante avec 10-15% des voix. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut attendre vraiment les toutes dernières élections pour retrouver une situation un peu en 3 tiers. Maintenant, si on essaie de regarder quelles sont les grandes caractéristiques sociologiques de ces différents électorats, en particulier si on veut comparer le bloc de droite au bloc de gauche, la régularité, sans doute la plus frappante, c'est celle-ci. C'est que, pour résumer, les villages, donc là c'est les communes des agglomérations en dessous de 2000 habitants, ou les bourgs, là on va des agglomérations de 2000 jusqu'à 100 000 habitants, et bon, après on différencie beaucoup plus finement, mais pour commencer on a cette première décomposition. On constate que les villages et les bourgs, et notamment les villages, votent toujours un peu plus à droite que la moyenne. Donc là, vous avez le vote pour le bloc de droite. Vous voyez que la courbe en vert est toujours au-dessus de 100%. Ça veut dire que le vote pour le bloc de droite dans les villages est toujours un peu plus important que la moyenne. Alors, vous me direz, on le savait déjà, le monde rural vote plus à droite. Oui, on le savait déjà, sauf qu'on n'a peut-être pas, d'après nous, suffisamment réfléchi à ce que ça voulait dire et comment on devait interpréter cette réalité-là. En particulier, en fait, il y a une vision, disons, qui consisterait un peu à nouveau à naturaliser, à essentialiser cette réalité, qui serait dire, voilà, le monde rural, il est conservateur, c'est toujours comme ça, parce que peut-être c'est le monde paysan, il a toujours voté à droite. Alors, c'est pas très convaincant comme explication, d'abord parce qu'on voit que l'ampleur de ces écarts varie au cours du temps énormément. En particulier, on voit sur la dernière période une remontée des écarts de vote entre le monde rural et le monde urbain, mais c'est pas que les paysans sont de retour, c'est pas que l'agriculture est revenue dans le monde rural. Donc, si on veut expliquer pourquoi on s'est retrouvé aujourd'hui avec un tel écart de vote entre le monde rural et le monde urbain comparable à ce qu'on avait à la fin du 19e siècle,
il va falloir réfléchir un peu plus, et en particulier, en fait, pendant l'essentiel du XXe siècle, l'écart était assez faible. Vous voyez qu'en fait, la courbe verte se rapprochait, si vous prenez les élections de 81, on est en fait très proche de 100%, c'est-à-dire que Mitterrand, concrètement, obtient quasiment le même score dans les villages, les bourgs, les banlieues, les métropoles, et c'est pas juste parce qu'il a une affiche avec une église et un village dans le dos électoral, c'est une réalité beaucoup plus profonde, qu'on retrouve d'ailleurs pendant l'essentiel du XXe siècle, c'est-à-dire l'essentiel de la période de bipolarisation gauche-droite, c'est une période où les clivages territoriaux diminuent en intensité. Et finalement, le clivage social lié à la richesse l'emporte sur le clivage territorial. C'est-à-dire que les classes populaires rurales votent un peu plus à droite que les classes populaires urbaines, mais essentiellement, les blocs politiques ont réussi à convaincre, en l'occurrence les classes populaires rurales et urbaines, que ce qui les rapproche est finalement plus important que ce qui les divise. Donc le clivage lié à la richesse l'emporte sur le clivage territorial. Et à l'inverse, les périodes de tripartition, à la fois à la fin du XIXe siècle et aujourd'hui, correspondent à des périodes où il y a une très forte division de vote entre le monde rural et le monde urbain, enfin de façon plus générale les plus petites agglomérations, les plus grandes agglomérations, avec un écart de vote très important qui, selon nous, est un peu l'explication principale pour la tripartition. C'est-à-dire fait qu'il y a une division forte entre les classes populaires rurales votant plutôt pour le bloc de droite, les classes populaires urbaines votant plus pour le vote de gauche, et puis au milieu, un bloc central qui finalement se maintient au pouvoir, ou en tout cas parvient au moins pendant un certain temps à être au pouvoir, avec une proportion des voix pas considérable, un tiers, une structure électorale assez favorisée, voire très favorisée objectivement, mais qui arrive à se maintenir au pouvoir du fait de la division justement des classes populaires rurales et urbaines entre deux blocs différents. Et pour nous, une des interrogations centrales de ce livre, c'est de comprendre finalement cette division. Quelles en sont les origines? Et ce qui est quand même assez frappant, c'est qu'on pourrait dire, voilà, la nature du conflit politique a beaucoup changé au cours du temps. Julia, vous parlez, la gauche, le centre, la droite, fin 19e siècle, il y a la question du régime républicain, la question de la monarchie, les socialistes, tout ça a beaucoup changé. Mais il y a quand même des points communs importants, et en particulier, alors ce sur quoi on va insister dans le livre, c'est que les aspirations des classes paysannes et des classes ouvrières urbaines à la fin du XIXe siècle, qui étaient très différentes, et les classes paysannes ne se retrouvaient pas forcément dans le programme des partis socialistes, des syndicats ouvriers de l'époque, qui s'adressaient objectivement davantage au prolétariat urbain qu'aux paysans. Finalement, ces différences d'aspiration très fortes entre le monde rural et le monde urbain, aujourd'hui, ont repris une importance considérable. Alors sur d'autres enjeux, qui peuvent être des enjeux liés à l'écologie, à la voiture individuelle, au pavillon, à la désindustrialisation qui maintenant frappe davantage le monde des bourgs et des villages que les banlieues et les métropoles, où l'emploi industriel a disparu bien avant, et donc finalement la phase actuelle de désindustrialisation depuis 20-30 ans frappe beaucoup plus les bourgs et les villages. Donc il y a un sentiment d'abandon face à la concurrence commerciale internationale. Enfin, il y a tout un tas d'enjeux allant de l'écologie, du transport, du logement, de l'emploi, de l'industrie, sur lesquels les différences d'aspiration entre le monde rural et le monde urbain sont redevenues très fortes, et les partis politiques sans doute n'ont pas réussi aussi à refaire le lien entre ces différents territoires. Et c'est donc dans ces termes, en gros, qu'on essaye de penser cette division. Surtout, on essaye de s'éloigner de cette idée, voilà, le monde rural est toujours plus conservateur, qui nous paraît fausse, non seulement aujourd'hui, mais en fait fausse aussi au XIXe siècle. C'est-à-dire, quand on regarde les territoires qui, en fait, notamment dans le monde rural, qui votaient le plus contre les partis républicains au XIXe siècle, souvent on trouve des cantons qui, au moment de la Révolution française, étaient les plus révolutionnaires en termes dans les cahiers de doléances, réclamaient la propriété des terres, et ont été très déçus par la Révolution française face à des terres ecclésiastiques notamment, qui ont été mises aux enchères souvent au profit des riches urbains, et n'ont pas du tout été redistribuées aux paysans sans terre. Donc tout ça, ça a nourri des frustrations, des déceptions, des sentiments d'abandon face au monde urbain, qu'on retrouve aujourd'hui sous des formes différentes, mais qui nous paraissent, voilà, ces sentiments de déception, d'abandon nous semblent plus intéressants à analyser que simplement une vision, voilà, le monde rural est conservateur, c'est comme ça. Alors qu'en fait, il y a des variations au cours du temps dans ces écarts qu'on a besoin d'expliquer plus par des processus politiques et historiques. Alors là, on décompose simplement village, bourg, banlieue, métropole. On peut faire les choses de façon plus fine et comparable dans le temps en mettant des proportions constantes de la population
les plus rurales ou les plus urbaines. Donc si je prends la courbe en verte, par exemple, à chaque point du temps, vous pouvez décomposer la population française en deux moitiés, la moitié la plus rurale, la moitié la plus urbaine, donc les 50% vivant dans les plus grandes agglomérations, les 50% vivant dans les plus petites agglomérations. C'est peut-être une façon de comparer les choses dans le temps qui est un peu plus satisfaisante qu'avec les villages, bourgs, banlieues, métropoles du graphique précédent. Et ce qu'on voit, par exemple, donc la courbe en verte, c'est qu'on a un ratio aux dernières élections de 1,4, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les 50% du pays les plus rurales a voté 1,4 fois plus pour le bloc de droite, donc essentiellement RN, mais on a mis aussi Reconquête, LR, on va y revenir dans une seconde, que le monde des 50% les plus urbains. Donc c'est un écart 1,4 fois qui est quand même très important, qu'on avait à peu près fin 19e siècle, mais qui, vous voyez, les élections de 81, on est pratiquement à 1, donc l'écart est très très faible. Donc là, on a un retour d'un écart. Alors c'est encore plus frappant quand vous regardez les 5% les plus urbains, les 5% les plus ruraux, mais déjà au niveau des 50% les plus urbains ruraux, c'est quand même très 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 frappant. Alors, si maintenant on avance un peu dans la question de qui vote pour qui, on peut regarder par exemple les 1% des communes les plus riches. Donc il y a le 7e arrondissement de Paris que vous montrez Julia tout à l'heure, mais il y a des communes très riches un peu partout. Là, la régularité générale, c'est que la gauche fait un très mauvais score. Alors, fin 19e siècle, c'est plus compliqué parce que vous pouvez avoir des territoires riches où vous avez des poches ouvrières qui vont voter à gauche. Les choses peuvent être beaucoup plus compliquées, mais disons à partir des années 1880-1890, vous voyez que le point commun, c'est que la gauche est toujours autour de 50-60% de son score national. Donc ça veut dire que dans les 1% des communes les plus riches, la gauche fait toujours la moitié de son score national, pour résumer. Donc là, c'est quand même une régularité très très nette, très claire. En général, les communes les plus riches votent pour la droite, sauf quand elles basculent pour le bloc du centre, ce qu'on a clairement en 2017-2022, ce qu'on a de façon moins forte fin 19e, début 20e, mais également un peu allant dans ce sens. Si on regarde maintenant toute la courbe de vote en fonction de la richesse des communes, ça c'est le vote pour la gauche à différents points du temps en fonction de la richesse des communes. Donc c'est un peu l'inverse de ce que vous montrez Julia tout à l'heure pour le vote de droite et le vote pour le bloc ensemble qui lui était croissant. Ce qui est assez frappant, c'est que c'est surtout vrai sur les communes les plus riches. C'est-à-dire, là on voit que historiquement, sur les 80% des communes les plus pauvres, en fait c'est assez plat. Parce que, notamment dans les communes les plus pauvres, vous avez des communes rurales qui vont voter plus à droite, qui équilibrent les communes urbaines plus pauvres qui votent plus à gauche. Et en fait, au cours du temps, la pente va plutôt avoir tendance à devenir plutôt plus pentue au cours du temps. C'est-à-dire, si on regarde, vous voyez, ça c'est la même courbe de 93 à 2022. Bon, on a toujours l'effondrement du vote de gauche dans les communes les plus riches. Mais sur les communes les plus pauvres, en fait, la pente est plutôt plus forte. Donc le lien entre richesse communale et le vote à gauche s'est plutôt accentué au cours du temps. Et donc par rapport à une idée, voilà, les classes populaires, comme disait Julia au début, ne votent plus du tout pour la gauche. Bon, si vous voyez ces données-là, c'est quand même, il faut quand même essayer de partir quand même des réalités. Donc la réalité actuelle, c'est plutôt que les classes populaires vont être très divisées entre les classes populaires urbaines et rurales. Mais ça c'est vraiment une nouveauté qu'on n'avait pas vue depuis un siècle. Mais par contre, la pente générale est tout de même extrêmement, extrêmement forte. Je vais maintenant insister sur plusieurs points, qui est que d'abord les transformations à l'intérieur du bloc de droite, et en particulier les transformations du vote pour le FN et le RN. Et le thème général de ce que je voudrais couvrir dans la fin de la présentation, c'est les incohérences et les contradictions très fortes qui existent en fait à l'intérieur de chaque bloc. C'est-à-dire nous, notre analyse de la tripartition actuelle, c'est pas de dire voilà, on est sûr que ça va revenir vers la bipolarisation gauche-droite. Enfin, c'est très incertain, tous les scénarios sont possibles et chacun des trois blocs a d'énormes fragilités. Le bloc du centre, il a quand même un profil très très bourgeois et ça commence à se voir quand même sérieusement, enfin ça se voit depuis un certain temps et ça fragilise quand même forcément le bloc qui a besoin de se refaire des alliances sur la droite, sur la gauche, a priori plutôt sur la droite de ce qu'on peut comprendre actuellement. Mais les deux autres blocs ont aussi d'énormes fragilités. On va voir des incohérences, des contradictions à l'intérieur du bloc de droite, à l'intérieur du bloc de gauche. Alors d'abord sur le bloc de droite, donc commençons par le FN-RN qui est devenu le plus gros morceau. D'abord c'est un vote qui était urbain historiquement, qui est devenu rural
Et c'est quand même très rare de voir un même courant politique comme ça qui change complètement son profil électoral de façon aussi rapide. Là, on commence avec le vote Tixier-Vignancourt en 65, donc il n'y avait pas encore le FN qui est créé en 72, mais le directeur de campagne de Tixier-Vignancourt est Jean-Marie Le Pen. C'est la vraie première campagne de Jean-Marie Le Pen, qui ensuite va être candidat en son nom propre en 74, 88 et ainsi de suite. Et on voit que le profil de vote est très urbain. Et puis à partir de 2007-2012, ça s'inverse complètement. Et alors là, l'interprétation qu'on propose, qui est quand même assez claire si on regarde élection par élection, c'est que la composante urbaine et la composante en fait la plus urbaine et la plus anti-immigrée du vote FN va être complètement absorbée par Sarkozy et tout son discours sur le Karcher, la racaille, etc. Bon, il y avait déjà eu Chirac avant lui sur le discours sur le bruit et l'odeur, etc., que tout le monde connaît bien, de 91. Mais bon, Sarkozy en rajoute une couche et de fait, il fait tomber le vote FN en 2007-2012 à un niveau assez bas par rapport à 2002, en absorbant toute la composante urbaine. Et le RN, à ce moment-là, se retrouve avec un vote qui n'est pas le vote qui s'était donné historiquement, qui est un vote très rural, qui n'est pas du tout le vote qui s'était choisi, entre guillemets, et finalement va faire de cette situation un avantage, enfin, il va approfondir ce créneau, alors en essayant de s'adresser à des personnes dont la principale caractéristique, si on essaye de caractériser le vote Le Pen 2012, 2017, 2022 dans le monde rural, c'est vraiment très lié au vote non au référendum de 2005 à l'Europe. Et là, cet électorat-là, ces personnes-là, vous pouvez essayer de les attraper avec un discours violemment anti-immigré sur le Karcher, la racaille ou Zemmour récemment sur l'islam. Ça ne marche pas. Enfin, c'est pas que ces personnes ne soient pas du tout anti-immigrés. Il y a forcément un sentiment anti-immigré si vous allez vous déplacer pour voter RN. Mais il y a un enjeu économique lié au libéralisme économique, lié à la construction européenne et à la concurrence commerciale qui est finalement plus important au sens où, à partir du moment où Sarkozy fait la ratification parlementaire du traité de Lisbonne qui a été repoussé à 55% par référendum, ça c'est inacceptable pour ceux qui ont voté non. Et donc ça crée une coupure extrêmement forte à l'intérieur, disons, du bloc anti-immigré en général, qui reste soudé par des éléments de politique anti-immigré, mais qui a des différences de profil. Donc là, je vais tout de suite vous montrer la différence de profil par rapport à la richesse entre le vote RN. Donc là, je vous montre tout le bloc qu'on appelle national-patriote. Alors, ces terminologies sont discutables. On a essayé de trouver des noms pour les différents blocs dans lesquels chacun puisse se reconnaître sans se sentir forcément insulté d'emblée. Bon, l'exercice n'est pas évident, on a essayé. Les trois composantes, c'est le Rassemblement national, Reconquête, alors les Républicains. Alors, certains pourraient se sentir insultés qu'on ait mis les Républicains dans ce bloc-là, d'autres voudraient le mettre dans le bloc libéral-progressiste. C'est compliqué, il est clairement entre les deux. Il aimerait bien faire l'alliance des deux, comme il l'a fait historiquement, libéral et national. Peut-être que ce bloc libéral-national va se reconstituer un jour. Pour l'instant, disons, le président de LR avait dit qu'il voterait plutôt pour Zemmour que pour Macron en cas de deuxième tour Zemmour-Macron, donc c'est pas illogique de le mettre dans ce bloc-là. Bon, mais ça peut se discuter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de profil sociologique du vote, on a des profils radicalement opposés, en gros, entre un vote Reconquête et LR qui est extrêmement bourgeois, et un vote Rassemblement national qui a un profil beaucoup plus populaire par rapport à la richesse. Et quand vous faites la somme de tout ça, vous avez quelque chose d'assez plat, vous voyez la courbe en bleu, parce que vous avez des composantes complètement différentes. Le vote Zemmour, en particulier, il fait que 7% des voix à la présidentielle, mais c'est un vote qui est extrêmement clivé socialement, qui est extrêmement bourgeois, qui a un profil, en fait, beaucoup plus bourgeois encore que le vote Macron. Donc Julia, tout à l'heure, disait un peu ironiquement, par provocation, le vote le plus bourgeois de l'histoire pour le vote Macron. En fait, c'est pas complètement vrai. Pour être tout à fait honnête, on a des votes encore plus bourgeois dans nos données, mais qui sont des plus petits votes. C'est-à-dire qu'en fait, le vote Macron, c'est le plus bourgeois si on regarde des votes qui font 20, 25, 30% des voix, genre Giscard, Balladur, des votes comme ça. Bon, le vote Macron, en fait, est assez proche, dans le fond, d'un profil de vote Giscard, Balladur, Sarkozy, un peu plus pentu en bas, comme disait Julia, mais en fait, c'est assez proche sociologiquement. Par contre, sur des votes qui font 7% comme Zemmour, on peut avoir des profils encore plus forts. Et alors, le profil le plus fort qu'on a, c'est le vote Madelin en 2002, où on a, alors Madelin, certains d'entre vous l'ont peut-être oublié, l'ont jamais connu, c'était le candidat ultralibéral assumé, très lié aussi à Occident, à une ligne nationaliste aussi très très forte dans sa jeunesse, qu'il n'avait jamais complètement oublié. Mais en tout cas, il a un vote de 2% des voix, mais qui fait, quand on est dans les 1% des communes les plus riches, il est là à 3-4 fois son score national, et puis dans les communes les plus pauvres, il est à 20-30% de son score national. Donc on a une pente absolument hallucinante. Ce qui montre aussi l'intérêt de notre méthode, c'est qu'on peut
comparer des profils, y compris sur des petits votes comme ça, qui, comme le disait Julia, sont absolument impossibles à étudier avec des sondages. À vrai dire, même sur les votes à 20-30%, les sondages, dès que vous croisez pas mal de variables, vous avez juste pas assez d'observation. Là, on peut mettre en évidence des différences de profils de vote qui sont quand même extrêmement forts. Alors, pour nous, cette incohérence, disons, à l'intérieur du bloc national patriote fait que si ce bloc devait gouverner ensemble, bon, on pourrait voter des lois contre les immigrés, mais pour voter une loi sur les retraites, sur le budget, sur les impôts, sur les services publics, sur les fonctionnaires, ce serait quand même très très compliqué, parce qu'on a des aspirations complètement différentes, des idéologies complètement différentes. Donc là, il y a une contradiction quand même énorme qui ne pourrait se résoudre que, à notre avis, en ayant un basculement plus libéral national et en perdant finalement les électeurs les plus populaires RN, qui seraient sans doute très déçus par une expérience au pouvoir de ce type-là. Enfin, que je ne souhaite pas, qu'on ne souhaite pas personnellement, mais en tout cas, il y a cette incohérence dans l'exercice du pouvoir qui arriverait quand même assez vite. Alors maintenant, il y a aussi des incohérences du côté de la gauche qui sont assez frappantes. Et maintenant, je voudrais parler rapidement du profil de vote écologique à gauche, où on a un vote alors, qui est très urbain. Alors là, on remonte aussi en 1974, qui est la candidature de René Dumont à l'élection présidentielle, qui est le premier candidat vraiment écologique en France, mais d'ailleurs même à l'échelle mondiale. C'est un des premiers votes écologiques vraiment répertoriés comme tel en 1974. On voit qu'on a un profil de vote qui est toujours très urbain, hein, de Dumont jusqu'à Jadot, et même encore un peu plus à la fin de la période avec Joly et Jadot. On a aussi un profil de vote qui est assez bourgeois, c'est-à-dire qui croît le profil de vote écologique avec la richesse de la commune, alors sauf au niveau des 1% des communes les plus riches, où le rattachement au bloc de gauche fait un peu peur aux beaux quartiers, mais pour l'essentiel, vous êtes quand même sur un profil croissant depuis les communes les plus pauvres jusqu'aux 5% des communes les plus riches, ce qui est quand même, ce qui témoigne du fait que le courant écologique n'a pas réussi historiquement à convaincre le fait qu'il pouvait mêler la question sociale avec la question écologique. Et puis, ça fait quand même un demi-siècle que ça dure, donc c'est pas juste un petit problème de communication, il y a quand même un problème de fond. Le contraste est particulièrement frappant avec un autre vote de gauche qui est intéressant, qui est le vote trotskiste. Alors ça fait partie des particularités françaises, mais bon, c'est intéressant, toute cette diversité de candidats, parce qu'on voit comment les électeurs se positionnent. Donc il y a deux candidats trotskistes historiquement, Arlette Laguillet, Besancenot, enfin les noms des candidats ont changé, les noms des partis ont changé, vous les connaissez tous. Ça fait quand même souvent 4-5% des voix à la présidentielle, voire 8% en 2002, donc c'est pas incomparable au vote écologique. Sauf que ce sont des profils radicalement opposés. Et ça, c'est un des résultats qui nous a beaucoup frappé, nous on s'y attendait pas. C'est un vote très rural. Et ce ne sont pas des néo-ruraux au sens où on essaye de contrôler toujours pour les migrations de population, les augmentations de population, ça ne semble pas expliquer, c'est un vote rural, très fortement rural, hein, qui a toujours été beaucoup plus fort dans les villages, donc c'est le profil rigoureusement inverse du vote écolo. Et alors en termes de richesse, c'est aussi très frappant, c'est-à-dire ça décroît avec la richesse de la commune, toujours, systématiquement, et c'est à nouveau le contraire du vote écolo. Et c'est quand même très intéressant parce qu'on pourrait croire, vu de loin, que les deux discours politiques ont des points communs, dénonciation du capitalisme extractiviste, etc. Sauf qu'au final, le positionnement par rapport à la question sociale est très différent. Et bien, pour résumer, le discours trotskiste va insister sur la lutte des classes, la redistribution des richesses, et les électeurs ont l'air de s'y retrouver par rapport à ça, une situation périphérique dans le monde rural par rapport aux grandes métropoles, alors que le discours écolo séduit la cible rigoureusement inverse. Et donc là, on voit qu'il y a quand même une contradiction à l'intérieur du bloc de gauche qu'on appelait social-écologique, mais par rapport à la question écologique, d'arriver à conjuguer le discours écologique avec un discours social de réduction des inégalités. On ne dit pas du tout que c'est impossible, mais il y a quand même un travail à faire sur lequel le vote écolo a quand même un gros problème, c'est-à-dire est une anomalie complète par rapport au profil de tous les autres votes de gauche. Il y a même le vote socialiste décroît avec la richesse, moins fortement que le vote communiste ou le vote LFI ou le vote trotskiste, mais décroît avec la richesse, le vote écolo va dans le sens inverse. Donc ça, c'est une incohérence qui nous paraît moins massive que celle à l'intérieur du bloc national, où là, vraiment, entre le vote Le Pen et Zemmour, c'est les deux opposés absolus, mais qui est quand même assez frappante. Alors, Jonathan me dit qu'il faut conclure. Ça tombe bien, parce que j'allais justement conclure avec ce dernier graphique, qui est peut-être le plus important pour résumer nos résultats, qui montre... Donc là, c'est un exercice purement statistique, c'est-à-dire on essaye de voir quelle est la partie des écarts de vote entre communes qu'on peut expliquer avec nos différentes variables. Donc dans un sens purement statistique, on essaye de voir quelle est la partie techniquement de la variance des écarts de vote entre communes qu'on peut expliquer avec nos différentes variables. Et là, le résultat général, c'est que la classe sociale
n'a jamais été aussi importante, en gros, pour expliquer les écarts de vote entre communes. Alors, plus précisément, le facteur le plus important, c'est la richesse de la commune, qu'on peut mesurer avec le revenu moyen, la valeur moyenne des logements, le capital immobilier, la proportion de propriétaires. Donc, en mettant tout ça ensemble, on explique 50% des écarts de vote entre communes aux élections présidentielles de 2022, juste avec la richesse de la commune. C'est plus que ce qu'on n'avait jamais vu avant. Alors c'est vrai dans les deux sens, le vote Macron est très très croissant avec la richesse, il y a d'autres votes qui sont très très décroissants, LFI, RN, etc. Donc là, voilà, la richesse explique beaucoup. Si on rajoute la taille d'agglomération et de communes, on explique également une très forte partie, parce que ce clivage territorial aujourd'hui est redevenu très important. Si on met les deux ensemble, alors c'est pas additif parce qu'évidemment les deux dimensions sont corrélées, mais pas complètement. Quand on met les deux ensemble, on est à 60% des écarts de vote en 2022, simplement avec la richesse d'un côté, la taille d'agglomération et de communes de l'autre. Si on rajoute là-dessus l'éducation, les diplômes et la profession, on monte à 70%. Enfin là, vous ne l'avez pas sur ce graphique, mais on monterait à 70% des écarts de vote en 2022. En 81, donc fort clivage gauche-droite, on était à 50% des écarts de vote expliqués par exactement ces mêmes variables, mesurées de la même façon à l'époque. Bon, ce qui était déjà beaucoup, 50%, mais là on est à 70%. En 1848, on était à 20%. Si on rajoute profession, éducation, on peut monter à 25-30%. Alors la différence, c'est qu'en 1848, pour le coup, il y avait un pouvoir explicatif additionnel très fort du département. C'est-à-dire si vous rajoutez le département, vous doublez la mise, vous expliquez 20-30% des écarts de vote. Aujourd'hui, le département, il continue d'y avoir un effet des départements, c'est-à-dire vous ne votez pas tout à fait pareil, évidemment, dans l'Ouest que dans le Nord-Est, que dans la région lyonnaise, etc. Mais l'effet additionnel explicatif du département par rapport à la taille d'agglomération de communes de la richesse va vous rajouter entre 5 et 10 points d'explication de part de variance supplémentaire contre 20 ou 30 points au 19e siècle. Donc la politique s'est nationalisée au cours du temps. Peut-être le débat politique est plus national, les médias sont plus nationaux, alors que les facteurs proprement locaux étaient plus importants au XIXe siècle. Aujourd'hui, le territoire compte, mais le territoire compte à travers la taille d'agglomération et de communes, et un peu de la même façon dans les différents départements. Je m'arrête là, juste pour dire que ce résultat, pour nous, avec Julia, est plutôt un résultat qui prête à une forme d'optimisme, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on entend trop souvent, les conflits politiques du monde présent sont des conflits qui sont déchiffrables à travers une grille d'analyse socio-économique ou de classe géosociale. Et donc ça veut dire aussi qu'il y a des débouchés socio-économiques. C'est-à-dire par rapport à une vision qu'on entend parfois dans le discours public où on aurait une archipélisation de la France, on aurait des conflits identitaires liés aux origines qui prendraient le pas sur les dimensions sociales et économiques. Nous, vraiment, nos résultats vont complètement à l'encontre de ça. Concrètement, si on rajoute la proportion d'immigrés, la proportion de personnes d'origine étrangère pour expliquer le vote, on va expliquer seulement 2 à 3 points de variance supplémentaire en 2022. Donc c'est pas que ça compte pas, mais par rapport aux revenus, à la proportion d'ouvriers, d'employés, à la richesse, la taille de l'immigration, ça compte beaucoup moins. Donc la conclusion pour nous évidente, c'est que le débat fera mieux de se concentrer davantage sur les enjeux socio-économiques, de pouvoir d'achat, de transport, d'emploi, de logement, de désindustrialisation. C'est pas simple de faire revenir en particulier les classes populaires rurales davantage vers la gauche, mais c'est un peu plus jouable sur des enjeux socio-économiques que si on était dans une espèce d'affrontement d'identité sans issue dont on nous rabâche les oreilles un peu trop souvent actuellement. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Thomas et Julia. Oui, je suis un petit peu loin. Merci beaucoup pour cette super présentation. Et peut-être, donc, on va commencer ensuite par une séance de questions dans la salle. Mais juste avant, Elisa, tu avais une question. Oui, on avait une ou deux petites questions. Merci, c'était absolument passionnant. Une question pour vous par rapport à la distribution des revenus. Donc, vous regardez au niveau des municipalités, vous avez cette approche de classement des communes du décile 1 au décile 10.
Et comme vous êtes tous les deux assez spécialistes des questions d'inégalité, je me demandais en fait si on regarde par exemple le ratio entre D10 et D1 sur toute cette période, puisque vous avez cette profondeur historique, comment il évolue au cours du temps. Et c'est vrai qu'on peut se dire que les inégalités elles pouvaient être très fortes au moment de la Révolution. Et si on faisait cet exercice de ratio, qu'est-ce que ça donnerait et quelle part ça pourrait jouer en fait, par exemple en termes de stabilité. On voit cette grosse période de stabilité des années 60 aux années 2000 à peu près, 2010. Est-ce que potentiellement on a observé une hausse des inégalités entre les communes au moment de cette baisse de la participation, mouvement de tripartition, etc. Et Jonathan, tu avais une question un peu reliée. Oui, aussi, c'était sur... donc vous disiez que le vote de droite était devenu de plus en plus bourgeois, et je me demandais si les bourgeois ne vivaient pas potentiellement de plus en plus dans les mêmes villes. Et donc il y a la question de cette unité d'analyse qu'est les communes, et on peut peut-être observer une plus grande ségrégation des habitants en fonction de leurs revenus entre les différentes villes, et comment ça pouvait impacter vos analyses. Oui, mais ça c'est, j'ai plus exactement les chiffres, mais on a des courbes comme ça dans la première partie du livre. On va regarder le ratio, alors soit entre les 1% ou les 10% du haut et du bas, à la fois au niveau des départements et au niveau des communes. Et ce qui est frappant, c'est qu'on a vu une réduction sur longue période des inégalités, mais les écarts d'inégalités territoriales ont très fortement réaugmenté récemment. Donc aujourd'hui, le ratio d'inégalité entre, disons, les 10% des communes les plus riches et les 10% des communes les plus pauvres est plus fort aujourd'hui que par le passé, ce qui va avec une ségrégation spatiale qui est beaucoup plus forte. Un des résultats que Thomas montrait tout à l'heure, c'est qu'on avait historiquement, vous prenez la fin du 19e siècle, vous avez dans des communes riches un vote qui peut être relativement important pour la gauche, parce que justement d'un point de vue géographique, vous aviez encore des poches ouvrières et modestes à l'intérieur de ces communes riches, et alors qu'aujourd'hui vous avez une ségrégation spatiale en fait qui s'est renforcée, et qui peut expliquer d'ailleurs en partie aussi l'augmentation du pouvoir explicatif de notre modèle, parce que pour le coup vous avez encore plus d'hétérogénéité finalement entre communes et plus d'homogénéité à l'intérieur de ces différentes communes. Alors en partie, mais en partie seulement quand même. C'est-à-dire que sur la période récente, l'augmentation du pouvoir explicatif des variables semble aller beaucoup plus vite, disons, que l'augmentation de la ségrégation. C'est-à-dire qu'on discute à un moment ça dans le bouquin, c'est les mesures qu'on a ne sont pas parfaitement satisfaisantes, mais l'augmentation de la ségrégation résidentielle, même si elle est réelle, elle n'est pas suffisamment massive pour à elle seule expliquer comme ça une augmentation aussi forte du pouvoir explicatif des variables. Mais maintenant, pour répondre tout à fait honnêtement, sur la longue durée, on n'a simplement pas des données homogènes sur la ségrégation intracommunale et la composition intracommunale pour vraiment répondre à cette question de façon parfaitement satisfaisante. Ou alors, il faudrait trouver c'est compliqué. Disons, sur les dernières décennies, on a d'assez bonnes données sur la ségrégation résidentielle. Donc, sur les 20-30 dernières années, on peut contrôler pour ce facteur assez bien. Sur les premières parties du XXe siècle et sur le XIXe siècle, on manque terriblement de données. Pour compléter sur les écarts territoriaux, donc ça c'est vraiment le sujet de la première partie du livre, qui en fait est presque un livre en soi, parce qu'on s'est mis, disons, avant d'utiliser nos variables socio-économiques pour expliquer le vote, on s'est senti quand même obligé de commencer par écrire quelques chapitres sur l'évolution des écarts territoriaux. Et en un mot, que disait Julia, il y a une remontée des écarts territoriaux depuis les années 80-90, quel que soit le critère, c'est-à-dire qu'on prenne le PIB entre départements, le revenu entre communes et le capital immobilier entre communes, on a une remontée très forte, alors qui, ceci dit, ne nous ramène pas quand même au niveau du 19e siècle. C'est-à-dire que la phase de diminution des écarts territoriaux reste dominante, et d'ailleurs, selon nous, est liée aussi au processus politique lui-même. C'est-à-dire que la phase de bipolarisation gauche-droite, une des interprétations qu'on propose, c'est qu'elle a permis aussi la réduction des inégalités, parce qu'elle a alimenté une compétition féconde, une espèce de dialectique motrice entre la gauche et la droite, qui finalement a conduit à la mise en place de l'État social, de l'impôt progressif, de la sécurité sociale, d'ailleurs parfois aussi bien par la droite que par la gauche, parce que la droite craignait de perdre les élections suivantes si elle ne le faisait pas. Et donc cette espèce de sanction démocratique et de menace de l'alternance démocratique a été plutôt dans le sens de l'égalité historiquement. Enfin, en tout cas, c'est l'interprétation qu'on propose. Alors qu'à l'inverse, la tripartition
Et l'absence aujourd'hui de force de rappel démocratique peut faire que voilà, vous pouvez avoir 75% des gens contre vous sur les retraites, pour prendre un exemple clair, et puis vous y allez quand même parce que vous vous dites de toute façon mes oppositions sont tellement divisées entre mes deux blocs de droite et de gauche que je peux me maintenir au pouvoir au milieu avec 30% des voix. Et ça, il y a quand même quelque chose d'assez pervers selon nous d'un point de vue démocratique dans une situation comme ça, qui d'ailleurs peut conduire à une participation qui chute parce que les gens se disent bon finalement à quoi ça sert d'aller voter. Donc c'est pas sain démocratiquement. Alors que la période de bipolarisation favorise l'alternance démocratique et, selon nous, favorise aussi la réduction des inégalités dans le long terme. Nos données d'inégalité territoriale ont plein d'imperfections. Les plus comparables sur longue période, comme le disait Julia, c'est sans doute les données sur le capital immobilier à valeur moyenne des logements, parce que là, on a vraiment des données communales depuis la Révolution française, et en particulier à la fin du 19e siècle, au début de la Troisième République, il y a ces gros volumes situation financière des communes, où on a en fait la valeur des bases locatives de la taxe foncière au niveau communal, qu'on a numérisé. Et que chacun peut utiliser, on a mis toutes les données en ligne, et qui permettent là pour le coup de vraiment comparer des inégalités communales du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Pour aujourd'hui, on a les valeurs de transactions immobilières que tout le monde a, qui sont disponibles en ligne au niveau communal, ou même des adresses. Mais là, on peut vraiment comparer au 19e siècle d'une façon qui, à notre connaissance, n'avait pas jamais été fait avant. Des questions dans la salle ? Bonjour, j'avais juste une petite question. C'est quand vous avez parlé donc du vote écologique qui n'avait pas réussi à s'imposer pour les classes populaires. Est-ce que vous aurez des explications ? Il faut vraiment regarder pour le coup le discours politique, et de ce point de vue-là, c'est extrêmement frappant. C'est-à-dire que si on devait résumer, on ne dit pas que c'est facile pour le Parti écologique de s'imposer auprès des classes populaires, mais il va y avoir deux limites aujourd'hui. Et notamment ça se voit beaucoup sur ces classes populaires rurales, on a pas eu qui se tournent aujourd'hui vers leur Rassemblement national. On n'a pas eu le temps de rentrer dans tous les détails, mais elles ont leur caractéristique principale, c'est qu'elles sont beaucoup propriétaires. Alors elles sont pas très riches, elles ont un revenu en moyenne un peu plus élevé quand même que celui des classes populaires urbaines qui se tournent vers davantage le bloc de gauche, mais elles sont beaucoup plus propriétaires, donc il y a l'accès à la propriété pavillonnaire, notamment, qui va avec un certain étalement urbain, et le fait d'avoir une voiture individuelle le plus souvent, puisqu'il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas vraiment de choix. Et donc il y a quand même déjà un défaut, on va dire, de communication envers ces classes populaires rurales, qui est une certaine stigmatisation dans le discours écologique, qui va les accuser de tous les maux, justement de contribuer au réchauffement climatique avec la voiture individuelle, à l'artificialisation des sols, sans même regarder finalement la réalité de leur émission carbone, notamment la réalité de leur émission carbone par rapport à des bourgeois beaucoup plus favorisés qui certes n'ont pas besoin d'avoir une voiture parce qu'ils ont des transports en commun, mais vont prendre de temps en temps l'avion pour aller en week-end à Barcelone, alors qu'on ne taxe pas le kérosène des avions, mais qu'on taxe très fortement l'essence pour la voiture individuelle. Donc ça, il y a la première chose, le discours, la stigmatisation, et ce fait que les partis écologiques ont beaucoup de mal en fait ou s'adressent très mal aujourd'hui à cet électorat, ce qui est un truc qu'on retrouve historiquement pas avec les partis écologiques, mais pendant longtemps la gauche au 19e siècle notamment avait du mal à parler au monde rural différemment pour d'autres raisons, mais notamment vous relisez Marx déteste absolument les paysans. Quand Marx commente les résultats des législatives de 1848, il parle de l'électeur paysan comme d'un électeur burlesque, pathétique, lourdeau, burlesque, pathétique, on peut faire toute la série, donc vous voyez en termes de... Et puis à l'époque, il y a le mépris de l'accès à la propriété comme volonté petite bourgeoise, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose fondamentalement, et nous on pense que c'est une dimension extrêmement importante, qui n'est pas assez présent aujourd'hui dans le discours écologique, c'est qu'on ne pense pas qu'on puisse traiter la question du réchauffement climatique indépendamment des questions de redistribution. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles on a inventé, par exemple, l'impôt progressif sur le revenu. On ne taxe pas le premier euro de revenu, comme le centième euro de revenu, comme le millième euro de revenu, comme le 1 millionième euro de revenu. Et ça, on n'a pas eu cette approche-là par rapport aux émissions carbone. Mais on pense que fondamentalement, on ne peut pas taxer la première tonne de carbone comme la 10e, comme la 50e, comme la 1000e tonne de carbone. Et que tant que les écologistes ne prendront pas ce problème de ce point de vue-là, avec cet angle redistributif, en disant que certes, tout le monde va faire des efforts, mais que ceux qui aujourd'hui émettent beaucoup moins
vont faire moins d'efforts que ceux qui émettent beaucoup plus. Et il se trouve que si vous regardez, ça a été très bien documenté par exemple par Lucas Chancel au Laboratoire pour les inégalités mondiales, mais vous regardez la corrélation entre émissions carbone et revenus, c'est très fortement corrélé. C'est-à-dire que c'est quand même les plus riches en moyenne qui émettent beaucoup plus de carbone. Donc tant qu'on n'a pas une vision redistributive des questions écologiques, on aura du mal à aller conquérir ce vote populaire qui, au contraire, se sent stigmatisé, montré du doigt, donc qui va pas aller voter pour un parti qui, en gros, n'a pas de proposition qui lui parle directement. Mais pour rajouter un mot plus optimiste, enfin, c'est qu'il y a c'est possible. Enfin, c'est-à-dire que ce qu'on voit, disons, il y a au-delà du problème écologique avec les classes populaires et pas suffisamment d'insistance sur les questions de redistribution, la gauche a toujours eu un problème avec le monde rural, mais qu'elle a parfois réussi à résoudre. C'est-à-dire, il y a eu un problème face au monde paysan au XIXe siècle, pas assez de soucis pour la question de l'accès à la propriété terrienne. Aujourd'hui, la propriété pavillonnaire pose des problèmes similaires, l'accès à la voiture individuelle, donc c'est un contexte différent, mais il y a toujours un peu un divorce que la gauche n'arrive pas à réconcilier des classes populaires urbaines et rurales, mais parfois elle a réussi. C'est-à-dire pendant une grande partie du XXe siècle, par un effort programmatique, un effort de diffusion de réseaux militants, de programmes, a réussi à combler en tout cas une grande partie de cet écart. Et on voit aujourd'hui, pour prendre un cas qui est souvent cité, mais François Ruffin, dans sa circonscription dans la Somme, arrive à faire des bons scores dans des territoires ruraux et des territoires urbains sur lesquels Mélenchon, quelques semaines plus tôt, n'avait pas réussi le même score dans les mêmes territoires ruraux, parce que sans doute le discours de Ruffin réussissait à s'adresser aux classes populaires rurales ou des petites villes, des bourgs, mieux que le... Donc il y a des possibilités. Et face à ça, Julia le disait à l'instant, la question de l'Europe, c'est-à-dire notamment de la concurrence commerciale internationale qui a détruit beaucoup d'emplois ouvriers dans les bourgs, est une question centrale sur laquelle les écologiques, mais aussi les socialistes et le reste de la gauche, va devoir quand même clarifier ses positions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste attendre. Moi, je suis, avec Julia, on a participé au manifeste pour la démocratisation de l'Europe, on est socio-fédéraliste, on voudrait la possibilité de voter en majorité, à la règle de la majorité en Europe, une taxe carbone aux frontières, un impôt sur les multinationales, etc. Mais on ne peut pas attendre d'avoir l'unanimité pour changer les règles, ou ni même la majorité pour voter ces mesures en commun. C'est-à-dire l'Europe, ça doit être du mieux-disant social et fiscal, c'est-à-dire ça doit pouvoir permettre de faire plus ensemble, mais ça ne doit pas empêcher de faire ce qu'on peut déjà faire tout seul. Et de ce point de vue-là, sur la taxe carbone aux frontières, je pense qu'un gouvernement de gauche en France, et il faudra voir si les écologiques aussi peuvent participer à ça, doivent pouvoir dire on va essayer de convaincre nos partenaires. Mais si dans les 3, 4 mois, 6 mois après d'arriver au pouvoir, on n'y arrive pas, on est obligé de faire une mesure unilatérale de taxe carbone aux frontières qui soit autrement plus substantielle que... Parce que ce qui a été adopté au niveau européen, vous savez, en décembre 2022, donc une taxe carbone, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, a été adopté au niveau européen. Bon, très bien. Sauf que les montants sont ridicule, mais juste ridicule. C'est-à-dire si on regarde les cibles de prélèvement sur ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières à l'horizon 2030, ça va représenter l'équivalent de 2% des importations chinoises. Donc, bon, vous n'allez rien bouger sur la structure du commerce international avec ce type de montant. C'est juste pas vrai. Donc il ne faut pas dire qu'on va changer quelque chose en faisant ça, parce que comme après ça ne va pas être vrai, on va se retrouver dans une situation à dire oui, en fait, non, ça n'a rien changé. Donc il faut mieux le dire tout de suite. Et la solution, c'est d'avoir des montants beaucoup plus importants qui corrigent pour la distorsion de concurrence. Parce que, on prétend que tout ça, les règles de libre-échange, c'est la concurrence libre et non faussée, etc. Sauf que quand vous n'avez pas les mêmes règles au niveau des émissions carbone, les mêmes règles environnementales, vous ne payez pas le même impôt sur les bénéfices des sociétés, vous n'avez pas les mêmes règles sociales, vous avez besoin de mesures de protection. Et donc là, il y a un vrai sujet pour les écologiques, mais pour la gauche en général, de dire oui, on aime l'Europe, on adore l'Europe, nous on est internationalistes, fédéralistes, on l'assume, mais si ce n'est pas possible, on ne peut pas attendre d'avoir l'unanimité, ni même la majorité. Il y a des mesures de protection qui n'ont pas été prises et qui ont coûté quand même beaucoup d'emplois industriels dans les bourgs et les villages. Et donc ce sentiment d'abandon qui s'exprime aujourd'hui avec le vote RN est quand même très lié à ça. Et sur le lien avec le référendum de 2005, c'est vraiment très, 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 très clair. Donc là, voilà, ça nous a pris du temps aussi à l'un et à l'autre d'en arriver là sur la question européenne, parce que c'est compliqué aussi de dire ça. Ça ne nous empêche pas d'être fédéralistes en même temps, mais voilà, il y a quand même du travail à faire sur cette question européenne et sur la question de la mondialisation en général.
On va prendre plusieurs questions, Emmanuel, et puis après le micro peut circuler par ici. D'accord. Alors merci d'abord pour le formidable travail de sciences ouvertes que vous faites, qui est utile non seulement pour les chercheurs, bien sûr, la mise à disposition de données, le site, mais aussi pour les enseignants. Je suis prof de sciences sociales, et c'est un formidable outil pour montrer la science en train de se faire aux étudiants et pour faire venir des étudiants vers les sciences sociales. Ma question, avec la casquette du prof de sociaux, porte sur la façon dont vous venez chasser sur les terres des sociologues et de la sociologie électorale avec un sujet comme ça, ce qui est très très bien. Mais il y a deux choses qui peuvent peut-être un peu surprendre du point de vue du sociologue, et je voulais savoir quel dialogue il y avait là-dessus. C'est qu'il y a deux critères qui sont importants, qui sont devenus importants sur la longue durée pour expliquer le vote. Le capital culturel plutôt que le capital économique, donc l'éducation plutôt que le revenu. Et dans la présentation que vous avez faite, à la fin, on a un peu l'impression que l'éducation vient être un petit critère secondaire par rapport au revenu. Donc je voulais revenir sur ça, sur la différence de ce que nous montre dans votre enquête l'éducation plutôt que le revenu. Et le deuxième critère qui m'a un peu surpris dans la fin de la présentation, c'est la localisation. Puis André Siegfried, on sait qu'un ouvrier du granit et un ouvrier du calcaire, ça ne vote pas de la même façon, qu'un ouvrier de l'Ouest et un ouvrier de l'Est ne votent pas de la même façon, qu'il y a un vote de frontière du Rassemblement national depuis très longtemps. Alors quid du caractère localisé du vote dans votre enquête? Voilà. Rémi, il y avait une question. Ouais. Ouais, ok. Oui. Du coup, j'avais une question par rapport à la constitution des données. Déjà, je me demandais si vous aviez un indicateur de la fraude électorale et comment il évolue dans la perspective historique, parce que j'imagine que ça peut fausser pas mal la constitution entre les blocs de gauche et de droite. Et mon autre question, c'était par rapport au changement de bloc politique des candidats. Vous avez dit que vous vous basiez sur les journaux locaux ou la presse nationale pour associer les candidats à un des blocs. Et j'imagine que c'est assez courant que des candidats vont changer de bloc. Et du coup, je me demandais si vous le preniez en compte dans votre constitution. Bonjour, donc moi je vais parler comme historienne en fait. Et je vais vous remercier de 3 façons. D'abord, je trouve que c'est extraordinaire la possibilité d'avoir une vision sur le très long terme et de discuter les évolutions sur le très long terme. Alors j'ai lu évidemment, on va dire, les réactions des historiens politiques qui vous critiquent beaucoup, qui n'ont cessé de pointer à quel point à telle élection vous n'aviez pas vu ceci, vous n'aviez pas dit cela, enfin du bullshit. Et en fait c'est super parce que moi, de plus en plus, je trouve que c'est la longue durée qui permet de comprendre la transformation des systèmes, et que là, vous nous posez des questions, véritablement, qui obligent à reconsidérer les choses. Donc bravo, merci. Les historiens ne le font pas, ce sont les économistes. Bon, voilà. Après, on pourra discuter aussi du détail. Deuxième chose, vous mettez à disposition les données, et moi, je pense à mes étudiants, et on en parlait avec un collègue, ça va être extraordinaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir démultiplier en fait aussi plein d'explications grâce au fait que vous nous proposez à la fois de discuter la structuration de vos données, mais aussi leur mise à disposition qui vont permettre de travailler dans la longue durée. Et puis dernier truc dont je vous remercie encore plus infiniment, c'est de rendre au socio-économique toute sa puissance explicative, de nous sortir de là aussi, tout le bullshit de l'identité, de la construction des représentations, enfin bref, de tout ce truc qui nous englue depuis maintenant 2 décennies, qui est contre-productif et qui est politiquement extrêmement dangereux. Donc voilà, j'ai pas tellement de questions, mais en fait, par contre, j'ai vraiment un triple merci à notre nom, à un certain nombre d'entre nous. Merci beaucoup. Pour répondre aux différentes questions, la première, c'est vrai qu'on on est tous les deux officiellement profs d'économie avec une thèse en économie, mais on a plutôt tendance à se présenter comme chercheurs en sciences sociales, et on n'a pas l'impression d'aller empiéter sur le travail des sociologues, mais d'essayer. En fait, on construit grâce à eux. Notamment, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Nous, par exemple, on ne sait pas faire de sociologie qualitative, on ne sait pas faire de travail ethnographique. Et en même temps, si on n'avait pas lu, par exemple, La France des petits moyens, si on n'avait pas lu les travaux de Violaine Gérard, le vote FN au village, etc., il y a plein de choses qu'on n'aurait pas pu raconter dans le livre. C'est-à-dire que heureusement qu'il y a ces travaux de sociologie qualitative, d'ethnographie qui ont été faits, qui ont permis aussi pour nous de mieux comprendre et d'éclairer nos résultats. Donc on essaie plutôt
de venir en plus ou à côté. En tout cas, nous, on s'en nourrit beaucoup et ça nous a beaucoup apporté. Siegfried aussi, on s'en nourrit beaucoup. On le cite. De toute façon, on ne peut pas faire un travail comme ça sans commencer en citant Siegfried. Ensuite, on pense qu'il s'est un peu trompé. Alors, il y a différents aspects. Alors, Siegfried, c'est un personnage intéressant. Il faut quand même le rappeler comme chercheur. C'est aussi un candidat aux législatives plusieurs fois. Il échoue plusieurs fois, d'ailleurs, à être élu député, ce qui est quelque chose qui permet une interprétation parfois un tout petit peu différente de ces résultats. Une des choses dont on pense, à côté de laquelle, d'une certaine manière, d'après nous, il est passé, et que d'autres chercheurs ont mieux éclairé, par exemple Serge Haberman et d'autres, c'est cette vision assez conservatrice en fait qu'il a du monde paysan, et ce que rappelait rapidement Thomas tout à l'heure, et notamment une des choses qui est intéressante, c'est de se replonger dans la lecture des cahiers de doléances, de s'apercevoir quand vous lisez les cahiers de doléances que finalement ce sont les paysans presque les plus révolutionnaires dans leurs revendications et les moins conservateurs, notamment en termes de revendications, en termes de redistribution des terres. Et c'est parce que ce sont les grands déçus de la Révolution française, parce qu'ils n'ont pas bénéficié du tout de la redistribution des terres à laquelle ils s'attendaient, qui vont voter davantage d'un point de vue conservateur, moins que finalement à cause du calcaire des granites et de fondamentaux territoriaux. Ça ne veut pas dire que ça ne joue pas un rôle, ça ne veut pas dire que le département ne joue pas un rôle. En fait, il joue un rôle explicatif très fort tout au long du 19e siècle. Il a perdu de sa puissance explicative, en partie parce que les élections se sont nationalisées, parce qu'aussi les médias se sont nationalisés, l'information s'est nationalisée. On croit plus finalement d'une certaine manière aux explications de Blois qu'à celles de Siegfried, mais heureusement qu'il a fait ce travail-là, puis il faut voir les conditions dans lesquelles il le fait. C'est-à-dire que nous, voilà, aujourd'hui on peut aller aux archives, on peut faire des scans, on peut conserver des données, on peut utiliser Python, on peut faire de la cartographie. Lui, il fait tout à la main. Siegfried, il prend quelques départements, il prend quelques dizaines de cantons, il rentre ces données à la main, il cartographie à la main. Donc c'est un truc complètement formidable, et on bénéficie finalement d'un recul historique, et notamment en fait du fait de pouvoir s'appuyer sur des élections qui existaient quand il écrit, mais qu'il n'avait pas pu analyser parce qu'il n'y avait pas toute la même masse de données à disposition, qui fait qu'on a une lecture quand même un peu différente de ces interprétations. Nous, on se situe, on l'explique, on essaie de l'expliquer dès l'introduction du livre assez clairement, on se situe dans une filiation très longue de recherche en sciences sociales, en histoire, en sciences politiques. C'est pas du tout un livre, enfin d'économiste, nous on se voit plus comme chercheur en sciences sociales. Je lui le disais, moi j'ai écrit, les livres que j'ai pu écrire depuis une vingtaine d'années sont des livres, disons, plutôt entre l'histoire, l'économie. S'il fallait vraiment choisir une discipline, je choisirais plutôt l'histoire que l'économie, qui est plus proche de la démarche à partir des archives historiques qui est la nôtre. On n'essaye pas d'imprimer un cadre de pensée économique, il n'y a aucun homo economicus nulle part dans notre histoire. Enfin, c'est pas du tout ça notre cadre de réflexion. Et on se situe beaucoup plus. Alors dans l'affiliation, Julia disait Siegfried, et tu mentionnais Paul Bois, donc je veux insister là-dessus, c'est qu'il y a eu, notamment dans les années 60, deux ouvrages passionnants de Paul Bois qui s'appellent Paysans de l'Ouest, et de Charles Tilly, historien états-unien qui va écrire beaucoup d'autres choses par la suite, mais dans les années 60, il publie sa thèse sur la Vendée, la guerre de Vendée, donc pourquoi certains cantons se rebellent contre l'autorité parisienne, et ce que Tilly montre, et ce que Bois montre aussi, alors lui, Bois travaille sur la Sarthe, mais il oppose aussi des cantons de l'Ouest, des cantons de l'Est de la Sarthe, d'une façon très similaire à ce que fait Tilly dans le Maine-et-Loire, et à chaque fois, le truc important, c'est que les cantons qui vont se rebeller contre l'autorité révolutionnaire, contre l'autorité parisienne, notamment quand on veut aller les faire se battre à l'autre bout du pays avec la levée en masse de février 1793, 200 000 hommes qu'on lève comme ça du jour au lendemain pour les envoyer se faire battre à l'est du pays. Les cantons qui se rebellent le plus sont en fait les cantons qui, dans les cahiers de doléances, étaient les plus révolutionnaires, c'est-à-dire voulaient la propriété des terres, voulaient la terre notamment des monastères. Donc c'était pas du tout des conservateurs sous l'emprise de leur seigneur ou sous l'emprise de leur curé, tel que Siegfried lui va les décrire. Mais Siegfried lui, il a perdu les élections face à des candidats aristocratiques, il est candidat républicain, il se dit quand les paysans votent pour les conservateurs, ça doit être qu'ils sont sous l'emprise du curé et du propriétaire. Mais ce qui va pas dans l'explication de Siegfried, et Bois et Tilly le montrent très bien, c'est qu'en fait ces électeurs, au niveau des cahiers de doléances, c'était les plus révolutionnaires. Donc pourquoi d'un seul coup ils se
se sont tournés contre le régime républicain, le régime parisien? Parce qu'ils se sont fait complètement avoir. C'est-à-dire que la nationalisation et la mise aux enchères des biens ecclésiastiques, ça va pas être au bénéfice des paysans sans terre. Ça va être une mise aux enchères pour rembourser la dette publique, soi-disant. Alors on aurait pu faire autre chose avec la dette publique, aujourd'hui d'ailleurs aussi. Mais ce qu'on a fait à l'époque essentiellement, c'est que qui va acheter les terres? Ceux qui ont de l'argent, c'est-à-dire les bourgeois urbains, qui justement possèdent les titres de la dette publique. En gros, on va échanger leurs titres de la dette publique contre des propriétés terriennes, des monastères, des églises. Donc c'est une très bonne affaire pour les bourgeois urbains. Pour les paysans sans terre, c'est l'arnaque absolue. Et donc quand on veut aller les faire se battre à l'autre bout du pays, la réponse c'est vous avez qu'à envoyer les enfants des riches bourgeois urbains qui eux échappent au service militaire. Donc là vous avez un conflit très lourd, mais qui est un conflit socio-économique, à nouveau sur la question de l'émancipation, de l'accès aux terres, et d'une immense déception d'une grande partie des classes paysannes face à la Révolution française et aux espoirs qui avaient été suscités d'un système fiscal plus juste, d'une redistribution des terres, d'arrêter de travailler pour son seigneur ou pour le monastère. Immense déception. Et donc, nous, on se situe dans la lignée de cette tradition, c'est-à-dire qu'on relit vraiment de près Siegfried, Bois, Tilly, qui sont peut-être le livre de Bois, c'est un des plus grands livres de l'école des Annales, parce qu'il mêle dans les années 60 une tradition d'histoire économique et sociale, mais aussi d'histoire politique et électorale. Cette tradition, elle s'est un peu interrompue. Dans les années 70-80, l'histoire est devenue moins une histoire s'intéressant aux classes sociales, finalement, aux inégalités entre classes sociales. Peut-être aussi la science politique, à partir des années 60, 70, 80, a beaucoup bénéficié d'un nouvel outil qui était les enquêtes par sondage, qui sont un outil formidable, mais qui malheureusement font perdre le recul historique. C'est-à-dire que quand vous avez ces enquêtes, ces grandes enquêtes post-électorales faites par le CEVIPOF à partir des années 70-80, c'est formidable, mais vous ne pouvez pas faire de la longue durée. Vous n'allez pas étudier le 19e siècle, la Révolution française, l'entre-deux-guerres avec vos enquêtes par sondage. Et donc ça restreint le champ temporel et on s'intéresse plus, disons, aux décennies récentes. Alors que revenir aux données électorales communales et économiques communales, la proportion de propriétaires, la répartition des terres, on a tout ça nous permet de reprendre ces débats de Siegfried, de Bois, de Tilly. Par exemple, le référendum de 1793, on n'a pas montré les résultats ici, mais on montre comment il y a eu en fait une plus forte mobilisation pour la première constitution républicaine de 1793, dans les cantons où vous avez une très forte concentration terrienne. Donc en fait, la concentration foncière, beaucoup de terres aux mains du seigneur, en fait, ça nourrit la mobilisation politique et non pas la soumission. Donc ça va beaucoup plus dans le sens de Bois et Tilly que dans le sens de Siegfried. Donc voilà, nous on s'inscrit vraiment dans ces débats sur pourquoi le monde rural se sent abandonné ou pas, et pourquoi aujourd'hui on a un nouvel écart entre le monde rural et urbain qui est pas, alors c'est pas le même, c'est pas les biens de l'église d'il y a 2 siècles, mais il y a quand même cette question de l'accès à la propriété, il y a ce sentiment d'abandon face au monde urbain. Et donc voilà, on pense que cette mise en perspective historique permet. Alors, on est très content de voir que ça intéresse des historiens. Moi, je me fais pas trop de soucis. Je pense que bon, il peut y avoir des gens qui sont mécontents de ça, mais c'est pas très grave. Dans le fond, ce qui compte, c'est voilà le travail de recherche qui va continuer. Et beaucoup d'historiens, moi, j'ai beaucoup de mes collègues à l'école des hautes études en sciences sociales, qui est l'endroit où j'enseigne depuis 20 ans, qui voilà se posent pas ces questions comme ça et ne demandent pas les papiers, les passeports entre disciplines à chaque fois qu'on commence à avoir une discussion. Heureusement, et c'est pour ça que j'y suis bien, et que j'y suis depuis 20 ans, et on va continuer comme ça tranquillement. On est pas mal à Sciences Po aussi. Tu es pas mal à Sciences Po aussi, bien sûr, et à l'ENS Lyon, oui, bien sûr. Alors, sur la fraude électorale, oui, sur la fraude électorale, bon là, nos données sont très limitées. Ce qui est vrai, c'est qu'avant la Première Guerre mondiale, on a un nombre de cas qui sont des plaintes pour fraude et pour abus. Alors ça peut être un curé qui prononce une prêche pour voter comme ça peut être un propriétaire terrien qui est un peu trop insistant dans le bureau de vote. Bon, officiellement, le passage obligatoire par l'isoloir, c'est 1913. Et puis, il y a toute une mobilisation d'organisations politiques, d'organisations civiques qui vont petit à petit disqualifier ce genre de pratiques, en tout cas qui vont les rendre beaucoup plus illégitimes et qui semblent disparaître à partir de l'entre-deux-guerres, dans le sens où il y a beaucoup moins de plaintes qui sont déposées pour fraude. Avant la Première Guerre mondiale, ça peut être un souci. On rappelle dans le bouquin Tocqueville, il est trop. Quand vous lisez Tocqueville, il est assez rigolo comme personnage parce que il écrit avec fierté la manière dont il va amener tout son village et tous ses paysans à voter pour lui. Alors que bon, on peut se dire qu'avec le recul, il devrait en être très très fier. Et d'ailleurs, il conclut en disant je pense qu'ils ont tous voté pour le même candidat et qui était lui-même candidat à la députation. Donc oui, donc il y a de la fraude, il y a des moyens. Mais voilà, tout ça c'est important. Juste, je me rends compte qu'on n'a pas répondu à la question sur l'éducation, le diplôme. Et je voulais quand même montrer là ce graphique que j'ai projeté, c'est-à-dire que, en fait, l'effet
du diplôme et du revenu n'est pas exactement le même, et notamment il y a une différenciation qui s'opère à partir des années 90, notamment à partir des élections de 93, et ensuite on le voit jusqu'à aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les sociodiplômés qui votent plus à gauche. Alors ce qu'on appelle les sociodiplômés, en gros, c'est les plus pauvres des diplômés, quoi. C'est-à-dire c'est les gens qui sont diplômés de l'enseignement supérieur, mais qui ont des revenus pas très élevés, qui vont être notamment des professions dans la santé, dans l'éducation, ça peut être des infirmières, des professeurs des écoles. C'est ça les gros bataillons de ce qu'on appelle les sociodiplômés. Alors, qui font partie des plus diplômés du pays, parce qu'aujourd'hui, vous avez 34% de la population adulte en France qui est diplômée de l'enseignement supérieur. Bon, chez les jeunes générations, on est maintenant à 50-55%, et ça va sans doute continuer de monter. En Corée, on est à 70% déjà sur les jeunes générations, donc ça va sans doute continuer de monter. Mais si vous prenez toute la population adulte, aujourd'hui, c'est 34%. Donc, quand vous êtes diplômé du supérieur, vous faites d'ores et déjà partie des 34% les plus diplômés du pays. Donc, vous êtes sur le haut de la distribution des diplômes. Mais ça ne veut pas dire que vous avez forcément un très haut revenu. Donc une infirmière, elle est à bac plus 3, bon, c'est pas forcément terrible à la fin du mois, professeur des écoles, etc. Et ces personnes-là vont voter plus fortement à gauche. Alors ce qu'on voit sur ce graphique, bon, ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais disons, si on classe uniquement les communes par rapport au niveau de diplôme, vous voyez que les communes les plus diplômées votent pour la droite, enfin votent peu pour la gauche. Parce que les communes les plus diplômées, c'est quand même surtout des cadres supérieurs, du privé, etc., qui vont voter à droite. Mais si vous contrôlez pour le revenu, donc c'est-à-dire techniquement, on va regarder des communes qui vont pas être très très riches en termes de niveau de revenu, mais qui ont pas mal de diplômés, typiquement parce qu'il y a pas mal d'infirmières, de professeurs des écoles, etc. Alors là, celle-là, elle vote plus à gauche. Vous voyez, c'est la courbe jaune. Donc on a cette courbe qui s'inverse par rapport au diplôme quand on rajoute le contrôle pour le revenu. Ce n'était pas le cas jusqu'aux années 70-80, où le diplôme et le revenu allaient dans le même sens, c'est-à-dire les plus diplômés, les plus revenus votaient plus à droite. À partir des années 90 et jusqu'à aujourd'hui, on a cette différenciation très intéressante, qui est d'un point de vue sociologique, entre le diplôme et le revenu, c'est-à-dire que quand vous avez les deux en même temps, un haut diplôme, un haut revenu, vous continuez de voter à droite, mais quand vous avez que le haut diplôme, mais plutôt un revenu pas super, là vous votez à gauche. Donc ça joue un rôle important dans notre analyse. Oui, et d'ailleurs, enfin, on voit ça assez bien quand on veut comprendre la différence entre le vote des classes populaires urbaines et le vote des classes populaires rurales. Tout à l'heure, je rappelais le fait que les classes populaires rurales étaient en moyenne plus propriétaires, les classes populaires urbaines qui se tournent davantage vers le bloc de gauche sont davantage locataires. Mais ont davantage une stratégie d'ascension sociale par le diplôme. Alors que les classes populaires rurales qui votent davantage pour le bloc Rassemblement National Patriote, sont davantage propriétaires, mais sont en moyenne moins diplômés. Et c'est intéressant parce qu'encore une fois, c'est pas un truc qui est intrinsèque, ça dit aussi quelque chose de la structure territoriale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous habitez dans une banlieue, dans une métropole, l'accès à la propriété est compliqué du fait du prix du foncier. Donc en fait, vous n'avez pas vraiment d'autre choix que celui d'être locataire, mais c'est plus facile d'avoir accès à l'université. Alors que dans le monde rural, finalement, le frein d'accès, il n'est pas simplement au niveau de l'université, ça c'est assez bien documenté. Dès le collège, vous allez avoir entre 45 et 1 heure de transport pour aller au collège, et parfois c'est vrai aller-retour, et les sociologues de l'éducation montrent que ça a un coût en termes de réussite scolaire, ces temps de transport. C'est encore plus vrai pour aller au lycée, donc parfois vous allez faire le choix de moins bons lycées pour être davantage dans de la proximité, puis c'est encore plus vrai pour l'accès à l'université. Donc on peut avoir finalement des constructions de vision politique et d'ascension sociale qui vont être différentes justement entre une ascension sociale davantage soit par la propriété ou par le fait d'être travailleur indépendant, profession libérale, d'avoir sa petite entreprise artisan, versus des trajectoires où on va davantage miser sur le diplôme, mais ce qui va avec aussi d'autres sacrifices. Et c'est là où, peut-être on ne l'a pas assez rappelé, on insiste beaucoup dans le livre, où on pense que on parle déjà de classe géosociale pour prendre en compte la dimension territoriale, mais aussi pour justement pas dire socio-économique, c'est extrêmement complexe. En fait, toutes les dimensions sont importantes, rentrent en compte et s'imbriquent. C'est ça aussi qui rend parfois le discours politique compliqué, parce que vous ne pouvez pas simplement dire c'est les riches versus les pauvres. Il y a plein d'autres dimensions qui aboutissent sur des demandes politiques particulières. Merci beaucoup Thomas et Julia. Alors je sais qu'il y a encore de nombreuses questions dans la salle, mais faute de temps, je pense qu'on va devoir clôturer. Ouais. Et donc on vous remercie beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup.